C'est bien parce que ce podcast, il commence en rigolant, tu vois. Je vais le cutter juste au moment où on a dit ce qu'on avait à dire. Tu vois, ça sera hors caméra. C'est genre, ça je te le dis hors caméra. Voilà, exactement. Mais on voit la bonne ambiance et le podcast, il commence en rigolant. Bah, bienvenue, hein, Gilbert. Bienvenue sur la On Discute. Merci de l'invitation. Franchement, ça me fait plaisir. Moi, j'adore quand on fait des collaborations comme ça entre des personnes qui ont des connaissances dans des domaines qui peuvent spontanément paraître très éloignés. Mais qui, en fait, résonnent un petit peu l'un avec l'autre. Qui sont hyper liés l'un à l'autre. Ouais. Et puis, bah, maintenant, tu es reconnu comme le spécialiste. Hein. C'est la vérité. Celui qui parle le plus. Ah, tu trouves? Bah, je pense que ça va ensemble. Je pense que tu es le spécialiste. Et puis, bon, je sais même pas si j'ai besoin de te présenter parce que tu es quand même une figure populaire maintenant. Tu es bien présent sur les réseaux sociaux. Bon, tu es un professionnel reconnu. Et bah, tu partages vraiment des astuces, tes connaisses sur tous les domaines qui ont trait à la santé, même plus. Même plus. D'ailleurs, je m'intéresse, quand j'ai fait mes études de médecine, c'était un petit défaut, c'est que je m'intéressais à tellement de choses qu'on me disait, mais tu vas t'éparpiller. Ah ouais, Oui, et d'ailleurs, je me souviens même d'un professeur qui m'avait dit, attention, spécialise-toi dans un truc et fonce dedans, parce que comme ça, tu vas être reconnu spécialiste de ça. Ah ouais. Et un peu à la fois, je me suis rendu compte que quand on se spécialise dans quelque chose, on s'intéresse moins aux autres. Sauf que dans les autres, on peut avoir une inspiration de fou. Il y a même une créativité que tu peux perdre si tu t'intéresses qu'à une seule chose. Et malheureusement, quand tu commences à te spécialiser dans différents domaines, en fait, au début, les gens, ils te prennent pour pas spécialiste. Parce que tu as trop de domaines. Par exemple, j'ai 4 spécialités médicales et tout le monde me disait, mais c'est trop, tu peux pas être... voilà. Pour donner un exemple sur l'intérêt, et là je parle pas que sur le domaine médical, dans tout ce qu'on fait dans la vie, y compris dans le sport, etc. Par exemple, si tu regardes les recherches dans le monde animal, tout d'un coup, tu vas avoir une idée que tu n'aurais pas eue spontanément si tu pas. Ouais. Je te donne une idée de recherche, par exemple. Il y a des médicaments qui n'existent qu'en piqûre. Et c'est pas très agréable. On se dit, mais pourquoi pas les faire en comprimé? On essaye en comprimé, malheureusement, ils sont trop détruits par le liquide qu'on a dans l'estomac, par exemple. Et donc on dit, bon, c'est pas possible, il faut les faire en piqûre. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à comment les serpents, qui mangent qu'une seule fois par an, une fois tous les 6 mois, mais comment ils font? Et il s'est rendu compte qu'ils avaient une molécule qui fait que quand quelque chose rentre dans leur estomac, il n'est pas détruit tout de suite, il est protégé, et il est détruit au fur et à mesure. Et là, il s'est dit, mais pourquoi pas utiliser ça pour le médicament, pour le transformer de piqûre en comprimé? Et c'est des recherches en cours. Donc, tu vois comment le fait de s'intéresser à différents sujets pour ouvrir un nouveau champ dans ton domaine. Ouais. Mais ce qui est assez bizarre, parce qu'aujourd'hui, je trouve que on valorise peut-être à tort le fait de se spécialiser dans une seule chose. Tu vois, on a l'impression que c'est une qualité d'être très, 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 très fort dans quelque chose, mais très nul dans le reste. Alors qu'en réalité, comme tu dis, c'est bien de pouvoir... En fait, c'est intéressant d'avoir beaucoup de connaissances dans 1 ou 2, 3 domaines. Par exemple, comme toi, tu as quand même un niveau de connaissance très élevé dans plusieurs domaines, mais c'est toujours intéressant de s'intéresser en dehors. Puis, il faut le dire aussi, c'est un réflexe un peu humain, peut-être un peu plus aussi de peur humaine. Par exemple, quand on a lancé la plateforme de téléconsultation Charles.co, ça je le dis, il y a très peu de gens qui le savent, c'est la première fois que je le dis dans un podcast. J'avais contacté plusieurs collègues médecins en disant, j'aimerais permettre à des personnes qui voudraient consulter pour des problèmes sexuels. On sait que c'est super difficile d'aborder le sujet. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, sur une centaine d'hommes qui ont des problèmes sexuels, combien osent consulter, à ton avis? Oh, ça doit être une toute petite proportion. C'est 20 à 25%. 20 à 25%. Ça fait 40 ans. Donc, moins d'un quart, ouais. Et donc, il y a le 3/4 qui ils font quoi? Soit ils se résignent, ils sont mal, ils sont tristes, ils s'achètent des trucs sur Internet, ils ne savent pas ce qu'ils prennent, etc. De la testo parfois un peu pourrie, etc. Et donc, je disais, j'aimerais bien qu'on facilite l'accès. Et comme en médecine sexuelle, il y a peu de situations où l'examen physique est nécessaire, quelqu'un qui a un problème d'érection, on ne va pas lui faire un examen pour prouver qu'il a un problème d'érection, un problème d'éjaculation, c'est lui qui va nous le dire. Et donc, je trouvais que c'était adapté. Je te promets, les 10 premiers collègues experts que j'ai contactés, à qui j'ai demandé s'ils sont d'accord pour travailler avec moi pour développer la plateforme, pour la mettre en place, les 10 m'ont dit « Non, mais ça se fait pas, ça marche pas ce truc. » Donc réfractaire direct. Direct. Et il a fallu que je demande à 3-4 potes qui m'ont dit « Écoute Gilbert, je te connais, je sais que quand tu fais un truc, c'est que tu as réfléchi,
j'y crois pas ton machin là de plateforme de téléconsultation, mais t'es un pote, je vais pas te laisser dans la merde, je viens avec toi. Et aujourd'hui, ils font quasiment plus que ça. Ah ouais. On vient de dépasser les 100 000 téléconsultations réalisées sur la plateforme. Et maintenant, c'est les médecins qui nous contactent pour savoir s'ils peuvent nous rejoindre. Et donc voilà, il y a une espèce toujours, quand il y a quelque chose de nouveau qui commence, c'est logique, c'est humain d'avoir un coup de frein. Et c'est pour ça que quand on commence quelque chose de nouveau, il faut être persuadé que non, ce que je fais, j'y crois. Sinon, en fait, on ne pourra pas aller plus loin tellement il y a des freins comme ça auxquels on s'y attend pas. Et puis en plus, personne d'autre n'y croira. Hein. On est quand même les mieux placés pour être en confiance et pour essayer de mener à bien tout ça. C'est vrai. C'est une super histoire. Hein. D'ailleurs, à l'époque où je le faisais, pour pouvoir tenir le coup, parce que je savais que il fallait que j'aille convaincre des personnes qui sont réfractaires. Je savais que ça allait demander beaucoup d'énergie, que tu le sais, toi, quand tu mets en route un nouveau projet, ça demande énormément d'énergie. En fait, c'est une période où on aurait pu imaginer que j'étais tellement pris dans tout ça que je faisais plus que ça. Bah, c'est la période où j'ai fait le plus de sport dans ma vie. Ah ouais? Ouais, parce que sans ça, j'aurais pas pu tenir. J'aurais pas pu me recharger en énergie pour le reste. Ah ouais, le sport, donc du coup, c'est le noyau central qui a fait que tu as pu tenir. Et c'est un conseil que je donne à toutes les personnes là, qui nous écoutent. Quand vous avez des projets très importants, très fatigants, on a un réflexe un peu humain de se dire ce qui est moins vital, je vais le faire. Et je vais me préserver et laisser ça de côté. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est quand on a des choses hyper importantes à faire qu'il faut surtout continuer à prendre soin de nous. Sinon, on ne pourra pas tenir le coup pour le reste. C'est-à-dire s'entraîner, bien manger, bien dormir. Continuer à avoir du monde. Ne pas s'isoler dans des périodes comme ça. C'est vrai qu'on met un peu moins l'accent sur ça, mais en fait, c'est aussi vital que faire du sport, bien dormir, avoir des relations qui sont épanouies, entre guillemets, ou en tout cas qui font qu'on se sente vivant, c'est important. Absolument. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, il y a une enquête qui a fait date dans l'esprit de la relation que l'être humain est là avec son entourage. C'était dans un orphelinat, alors je ne sais plus quel pays de l'Est, je ne sais plus si c'est la Roumanie ou un autre pays. Peu importe, un orphelinat où il y avait un taux de mortalité des enfants plus élevé que les autres orphelinats. Donc il y avait une enquête pour voir ce qui se passe. On a suspecté au début maltraitance. On a suspecté des choses cheloues qui se passent, vendre des organes, des trucs comme ça. Première enquête ne montre rien de particulier. Et un peu à la fois, en passant du temps, ils ont commencé à comprendre. En fait, c'était un orphelinat où il y avait un grand turnover des soignants. Les aides-soignantes, les infirmières, les puéricultrices qui sont là, les personnes qui font le ménage, etc., ne restaient pas très longtemps. Et ces personnes se disaient, je sais que je reste quelques semaines, je ne vais pas m'attacher à vos gamins, ils vont être tristes quand je pars. Et donc, ils mettaient une distance. Et c'est cette distance qui les... Quand il y a plus de maladies, on a besoin d'affection autant qu'on a besoin de bouffer. D'ailleurs, on le voit sur des animaux. Si tu prives un animal de manger ou de boire, il va tomber malade. Tu le prives d'affection en montrant qu'on te donne à un autre. De l'affection. De l'affection, par exemple, un chien ou un singe, qui voit que tu joues avec les autres, mais lui, tu joues pas avec. Bah, je peux te dire qu'il va tomber malade. Ah ouais. Et l'être humain, il est comme ça aussi. Le fait de se sentir délaissé, ou en tout cas qu'on puisse pas profiter de l'affection de son entourage. Alors, on a besoin d'être aimé et d'aimer autant qu'on a besoin de boire. Mais c'est beau. Tant mieux, hein. Tant mieux. Alors, il y en a qui s'en sortent avec des besoins plus ou moins élevés, plus ou moins bas. Ça dépend du caractère et tout ça. Mais on en a quelqu'un qui vous dit, moi, j'ai pas besoin d'être aimé. Moi, je me méfierais. On n'est pas loin du psychopathe. Ouais, c'est un peu louche. Aucun besoin d'être aimé. Je me méfierais. Ah, ça devrait mettre un peu la puce à l'oreille. D'ailleurs, quelqu'un qui a aucun besoin d'être aimé, je sais pas s'il est capable d'aimer. Hein. Ouais, mais c'est ce qui fait de nous des êtres humains en plus. Donc, oui, ça serait un peu problématique. Mais c'est vital. Donc ouais, le sport, l'hygiène de vie, même dans les moments où ça charbonne et qu'il y a beaucoup de choses à faire, faut jamais laisser ça de côté. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui ont montré que quand tu as un état de dépression, le fait de faire de l'activité physique régulière améliore l'amélioration de la dépression. Je ne sais pas si tu as fait attention, j'ai dit améliore l'amélioration. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire j'ai une dépression, je la soigne par le sport. Ça peut être un exutoire transitoire ou quoi. Par contre, si tu es en train de faire ce qu'il faut pour sortir de ta déprime et que tu rajoutes une activité physique, pas forcément le sport, mais par exemple, dans la journée, chez toi, tiens, quand je soulève un truc, je vais gainer mes abdos. Quand je fais tel mouvement, tiens, je vais faire 2-3 mouvements de squat avant de soulever ce que j'ai à soulever, etc. Et on a démontré que rien que ça,
ou le fait de faire de la marche, etc. En fait, ça améliore le fait que tu étais en train de faire ce qu'il faut pour sortir de ta dépression. Il y a une reprise de conscience de notre corps, etc. On le voit beaucoup chez des personnes qui soignent, par contre, comment on peut dire ça? Leurs idées obsédantes par le sport. Tu sais, des gens qui, quand ils arrêtent le sport, ils pètent un plomb. On se dit, il était vraiment dépendant du sport. Ben oui, on peut être addict au sport. Et tu trouves que c'est une mauvaise chose ou non? C'est considéré quand même comme... Je trouve que c'est une bonne addiction sur le fond. Je préfère un mec addict au sport qu'à la drogue, par exemple, au jeu d'argent, ou aux prostituées, ou des choses comme ça. Par contre, il faut en être conscient pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne devient pas addict par hasard. Si je deviens addict, c'est que j'essaye de calmer une sorte de... par exemple, quelqu'un qui a un fonctionnement mental excessif, que j'ai tout le temps, il réfléchit, les idées qui partent dans tous les sens, quand il a un truc qui l'embête, ça tourne en boucle dans la tête, une sorte de nervosité interne, speed tout le temps en train d'anticiper, de se projeter, etc. Il ne sait pas comment on fait pour calmer le cerveau, et tout d'un coup, il se rend compte que, en fait, quand je fais du sport, ça va mieux. Il va tomber dans l'addiction, entre guillemets, au sport, ce qui est bien. Mais il faut prendre conscience que c'est pour ça. Parce que le jour où tu ne peux pas faire de sport, ça va t'éclater en pleine figure, en fait, cet état-là. Et là, c'est que ça qu'on voit des sportifs de haut niveau. Quand ils arrêtent, il y en a qui partent complètement en vrille. Et il y en a qui, en fait, ont préparé ça. Et qui s'en sortent très bien. Et ils s'en sortent très bien. Ouais. Ah ouais, j'avais jamais vu les choses comme ça. Tu vois, tu as des sportifs de haut niveau, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est devenu, lui, ou qu'est-ce qu'il est devenu elle? Et qui pourtant ont atteint des niveaux qui sont exceptionnels. Des très, très hauts niveaux. Puis ils sont tombés dans l'alcool après, dans la drogue. On dit, ah oui, c'est le manque et ça. Non, c'est que le sport était leur médicament à l'époque. Et maintenant qu'il n'y en a plus, il n'y a plus de médicaments et il a fallu le remplacer par... Surtout que là, le changement entre sportif de haut niveau et plus rien, il est fatal. Il est fatal. Puis tu supprimes en même temps le fait que tu étais vu, aimé, etc. Ouais, ça rajoute une couche. Voilà, on va rajouter une couche. Ça en fait des choses, hein. Ouais. Et tu sais, moi, en tant que sportif, dans mon parcours, qui plus est avec la musculation, on parle beaucoup d'hormones. Ouais. C'est presque, on en parle presque. C'est la base. C'est la base. Mais j'allais dire, on en parle presque autant que la protéine, par exemple. Oui. Alors que la protéine, voilà. La créatine. Et que la créatine. On a toujours des questionnements sur les hormones, spécifiquement chez les hommes. Ouais. Mais peut-être que maintenant, ça commence aussi à trotter un petit peu dans la tête des femmes. Oui, probablement. On d'ailleurs que les hormones sont aussi importantes chez les femmes que chez les hommes. Mmh. Et chez les hommes, ça a toujours été aussi associé avec le sport. On se dit testostérone, c'est ce qui nous rend plus sportifs, combatifs. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, si c'est un mythe ou une réalité. Mais en tout cas, c'est quand même au cœur de... C'est l'hormone qui participe beaucoup à l'état de forme musculaire, physique, fatigue, etc. Donc oui, c'est logique que ça soit une hormone qui est très évoquée dans le monde sportif. Bon, il y a aussi l'hormone de croissance, mais un peu moins. Là, c'est des... La testostérone, c'est un peu la star, tu vois, des hormones qui sont abordées. Et de manière pragmatique, à quoi sert la testostérone? La testostérone est une hormone indispensable dans notre corps. Tout le monde en a. Hommes et femmes. Femmes, enfants, personnes âgées. Enfants aussi? Tout le monde en a. Ce qui change, c'est le niveau de testostérone, et ce qui change, c'est son utilisation. Par exemple, quand je dis les femmes en ont, il y a une chose qu'on ne sait pas. On dit que chez la femme, l'hormone principale, c'est l'œstrogène. Ouais. Est-ce que... Si tu me poses la question, je te dirais ça, moi aussi. C'est l'œstrogène. C'est l'hormone féminine principale. D'ailleurs, les mecs, ils détestent avoir trop d'œstrogène parce que, oula, c'est l'hormone féminine, ça. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et là, je pose la question aux personnes qui sont en train de nous écouter. À votre avis, chez une femme, est-ce qu'il y a plus d'œstrogène que de testo ou plus de testo que d'œstrogène dans le corps? Bon, bah, je vais jouer le rôle de ceux qui écoutent. Je vais dire, il y a plus d'œstrogène que de testostérone. Et c'est faux. Il y a plus de testostérone que d'œstrogène. D'ailleurs, l'œstrogène chez la femme est fabriqué en partie directement. Enfin, les gonades fabriquent l'œstrogène. Et une autre partie, c'est la testo qui est transformée en œstrogène. Donc, sans la testo chez la femme, elle ne peut pas avoir suffisamment d'œstrogène non plus. Et la testo est indispensable chez les femmes. Il y a beaucoup d'études, par exemple, chez les femmes qui ont été ménopausées. Elles n'ont plus d'hormones. Ben, figure-toi qu'il y a une énorme différence chez les femmes ménopausées naturellement, c'est-à-dire la ménopause est arrivée de façon classique, et les femmes ménopausées suite à une opération où on a dû retirer les ovaires. Et on s'est demandé, mais pourquoi il y a beaucoup plus de dégâts quand c'est chirurgicalement? On a pensé à un moment que c'est parce que c'est trop brutal, c'est pas progressif. Non, c'est quand c'est ménopausé. De façon naturelle, il y a encore un reste de sécrétion de testostérone par les glandes surrénales. Il y a aussi un reste par les ovaires qui continuent
à avoir des petites fabrications. Mais quand c'est chirurgical? Quand c'est chirurgical, il n'y a plus de testo d'un coup. Et c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus vécu de façon délicate. Et actuellement, il y a un groupe d'experts aux États-Unis, expertes. En fait, c'est depuis que les chefs de service des unités de recherche, d'urologie, de gynécologie sont de plus en plus des femmes. Tout d'un coup, le sujet de la testo est revenu sur la table. Et il y a même une société qui s'appelle Société internationale de recherche, de traitement, de la santé sexuelle féminine, qui a fait un communiqué il y a 2 ans pour demander aux autorités américaines de réautoriser l'arrivée d'un traitement par testostérone spécifique pour les femmes. Parce que quand on donne de la testo à des femmes, on utilise des produits masculins qu'on essaie d'adapter. Sauf que la dose n'est pas adaptée. Oui, c'est pas... Chez les femmes, c'est hyper important. Mais ce n'était pas la question. La question, c'était quoi déjà? Ah oui, à quoi ça sert? Ça sert. Mais c'est une bonne divergence, parce que là, déjà, tu as fait sauter des idées reçues que personne n'était au courant, j'exagère un peu. Mais... Et on sait que, d'ailleurs, quand on dit testostérone chez la femme, pour aller jusque-là, on imagine tout de suite les femmes qui font du culturisme de très haut niveau, qui prennent de la testo et qui se masculinisent. Bah, j'imagine presque, justement, tu as dit quelque chose de bien, que la testostérone chez la femme, on en est effrayé de la même façon que les oestrogènes chez les hommes. Oui. On en est effrayé. Oui, parce qu'on a peur que ça masculinise. Donc ça féminise, ouais. Que la mâchoire, par exemple, la testo chez la femme, on a peur que les mâchoires poussent. Le changement de la voix, les poils. La voix qui change. Clitomégalie, c'est-à-dire le clitoris qui augmente de volume. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler, mais il y a beaucoup de femmes qui ont fait du culturisme, qui ont pris de la testo, mais de façon un peu à l'aveugle, quoi, qui ont eu tous ces effets secondaires. La plupart régressent quand on arrête, c'est-à-dire les poils, le fait d'avoir de l'acné, etc. Il y a 2 trucs qui malheureusement ne régressent pas quand on tape trop dans la testo chez la femme. C'est la voix qui devient plus grave et le clitoris qui a augmenté de volume, qui devient comme un mini-pénis en fait. Irréversible. Irréversible. Et en fait, elle se recycle dans des films porno en disant, bah tiens, ça va être un avantage. Des porno avec un clitoris différent, etc. Et donc malheureusement, c'est elle qu'on voit, quoi. Donc on ne voit pas toutes celles à qui la testostérone a été hyper utile, bien dosée, bien ficelée. Mais on ne parle pas dans le cadre du culturisme, on parle dans un cadre médical qui est bien cadré. Voilà, dans le cas où on en manque. Et pour les hommes, du coup, à quoi ça nous sert concrètement? Alors, à quoi ça nous sert? Pour les hommes et les femmes, les vieillards et les jeunes. La testostérone a plusieurs rôles. Premier rôle, c'est d'ordre sexuel, c'est un élan sexuel. Alors attention, beaucoup de personnes pensent que quand on a un problème d'érection, c'est la testo. En fait, quand on a un problème de baisse de testostérone, sur le plan sexuel, ça donne une baisse assez globale. On a moins d'érection la nuit, le matin, on a moins d'élan. Par exemple, on se dit, tiens, je ferais bien l'amour et je le sens pas, quoi. Limite, si ça baisse fort, le sexe commence à nous intéresser autant qu'un arbre ou une porte, quoi. Ça fait ni chaud ni froid. Voilà. Ou des personnes qui disent, mais en fait, c'est marrant, je sais que c'est excitant, mais je suis pas excité. C'est comme si notre corps perdait son élan sur le plan sexuel. On a moins d'orgasme, voilà, tout le système qui s'endort. Ça, c'est l'effet de la testostérone sur le plan sexuel. Ensuite, il y a un deuxième effet qui est musculaire. Et c'est là où ça intéresse au plan musculation. L'énergie musculaire, la force et le volume musculaire. Ça joue aussi un rôle sur les os, sur le fait que nos os restent en bonne santé. Quelqu'un qui manque de testostérone a beaucoup plus de risques de faire une ostéoporose, c'est-à-dire les os qui deviennent fragiles et qui cassent spontanément. C'est la perte de densité osseuse, même en prenant de la vitamine D, du calcium, etc. Ça joue aussi un rôle sur notre métabolisme, et ça, c'est de plus en plus connu. Et c'est même un piège, c'est-à-dire quand on manque de testostérone, on a la résistance à l'insuline qui augmente. Ceux qui te suivent, à mon avis, savent que quand on a une résistance à l'insuline qui augmente, ça veut dire que notre corps va sécréter plus d'insuline pour la même quantité de sucre qu'on mange. Plus d'insuline égale plus de graisse sous la peau. Donc on va commencer à accumuler du gras. Or, quand on accumule du gras, en particulier au niveau du ventre, cette graisse-là transforme la testostérone en oestrogène. C'est pas une graisse morte. D'ailleurs, le nom médical est très joli, on dit aromatisation de la testostérone. Aromatisation, c'est pas ça devient une odeur sympa. C'est très transforme d'hormones mâles en hormones femelles. À cause du gras situé au niveau du ventre. Détruit cette graisse-là. Pire que ça, elle détruit la testostérone en oestrogène. Sauf que on a de l'oestrogène dans le sang. Donc le cerveau, ou l'hypophyse plutôt, reçoit l'information que
Moi, j'ai suffisamment d'hormones, en fait, oestrogène, testostérone. Donc, l'hypophyse ne demande pas aux testicules de fabriquer plus de testostérone, en fait. Donc, tout le système se met un peu en... Et c'est en plus un cercle vicieux, alors. Absolument. Parce que moins de testostérone, sensibilité à l'insuline qui se dégrade, plus de gras au niveau du ventre, donc plus de transformation. Infernal, où plus on manque de testostérone, plus on va avoir une accumulation de graisse, etc. C'est pour ça que dès qu'on commence à prendre du poids, la réaction doit être intéressante. Et c'est pour ça qu'au début, il faut vraiment un effort pour pouvoir décrocher et inverser ça. Après, on en parlera, si tu veux, sur tout ce qu'on peut faire pour la testo naturelle. Donc, on a le truc métabolique, effet métabolique. Grâce à la testo, on a moins de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. On a moins de risques de faire des maladies diabétiques. Grâce à la testo. Il y a une grande étude récente qui vient d'être publiée en janvier 2025. Donc, ah ouais, c'est hier. On ne peut pas faire plus récent. Qui a surveillé des hommes sur une longue période de plusieurs années. Ceux qui avaient des taux de testostérone endogènes, c'est-à-dire celles sécrétées par notre corps. Au contraire d'exogènes que tu rajoutes extérieurement. Ceux qui avaient des taux de testostérone naturellement conservés avaient systématiquement moins de mortalité. Toutes causes de mortalité confondues. Moins de maladies cardiaques, moins d'AVC, moins de diabète, moins d'apnée de sommeil, avaient aussi moins de cancer. Donc, il y a quelque chose qui est protecteur. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que est-ce qu'ils avaient un taux de testostérone qui est resté conservé parce qu'ils étaient aussi en bonne santé ou est-ce que c'est le taux de testostérone qui a fait qu'ils sont restés en bonne santé? Avec l'expérience, je suis persuadé que c'est les deux. Oui. Sur les deux raisons, forcément. Ouais. Là, c'est plutôt assez vertueux. Voilà. Donc, on a parlé du rôle de la testo sexuellement. Rôle de la sexo sur le plan métabolique cardiovasculaire, sur le plan osseux, sur le plan musculaire et sur le plan neurocognitif. C'est-à-dire, c'est utile pour nous pour rester concentrés, vigilants, concentration de mémoire. D'ailleurs, quelqu'un qui manque de testostérone, un des effets qui passe souvent inaperçu, c'est un état de pseudo-négativité qu'il n'avait pas avant. Genre, tu es plus pessimiste qu'avant, plus irritable qu'avant, il y croit moins qu'avant, il a moins la niaque. Il n'est pas en dépression, mais il n'est pas en bien-être non plus. C'est un effet de la testostérone. Et d'ailleurs, l'inverse, les gens, par exemple, qui en ont pris, savent que si on prend en excès, on a exactement l'inverse. On est énervé, on pourrait déplacer des montagnes. Donc, ce n'est pas des idées reçues que la testostérone a une influence sur notre psychologie. Enfin, notre psychologie. Si. Ça a un effet sur l'effet neuropsychologique, que ça soit mémoire, ce qu'on appelle cognitif, mémoire, concentration, etc., ou que ça soit dépression. D'ailleurs, normalement, un homme de plus de 50 ans qui fait une dépression, normalement, on doit quand même vérifier au moins une fois la testo. Le piège, c'est quoi? C'est qu'un mec de 50-55 ans qui se fait une dépression. On va dire c'est la crise de la cinquantaine, on va peut-être pas le prendre au sérieux. Il a été licencié avant, ou les problèmes de famille, ou le travail, ou burn-out, un truc comme ça, et on peut ne pas penser. Et si on ne pose pas la question sur le reste, c'est tiens, quand tu fais du sport, est-ce que tu récupères correctement? Non, je suis épuisé, j'ai plus de muscles. On regarde, effectivement, il y a moins de masse musculaire. Sexuellement, comment ça va? J'ai moins envie, moins de libido, etc. Puis tout le monde m'a dit que c'est normal, c'est la cinquantaine, quoi. Si on ne fait pas attention, ça peut être ça. Mais attention, tout le monde qui a ça, c'est pas forcément la testo. Il y a 2-3 trucs qui sont plus fréquents que le manque de testo, qui donnent exactement les mêmes symptômes que je viens de dire. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, essaye d'autres. Si je te dis quelqu'un de fatigué, moins de niaque, sexuellement moins performant, moins de force physique, quelqu'un qui a pris 15 ans en 2 ans, quoi. Moi, je vais partir direct sur l'hygiène de vie, genre le sommeil, la bouffe. Le sommeil. Mais il y a un truc dans le sommeil. Le syndrome d'apnée de sommeil. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, ça peut donner les mêmes symptômes d'un manque de testo. C'est pour ça que on ne fait le diagnostic d'un manque de testo que si on a fait la prise de sang. Et surtout par un professionnel. Et qui sait l'interpréter. On va pas s'auto-diagnostiquer, j'ai pas envie d'aller au sport, j'ai un manque de testo. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a ronflement la nuit, très fort, se réveille le matin un peu fatigué, et l'après-midi, il a des coups de barre, et il a tous les autres symptômes. Si on ne fait pas le lien avec le fait qu'il ronfle, on risque de passer à côté du fait que c'est juste un syndrome d'apnée de sommeil qu'il a, et pas un manque de testo. Autre diagnostic possible, c'est que ça soit la thyroïde, et pas la testo. Ouais. Autre diagnostic possible, c'est ce qu'on appelle l'épuisement mental. Et c'est un truc auquel les sportifs font très peu attention. Et ça donne les mêmes symptômes
que manque de testo. En fait, si vous manquez de dopamine, vous avez les mêmes symptômes que si vous manquez de testo. Est-ce que l'épuisement, c'est du surentraînement que tu es en train de décrire? Souvent, les gens que j'ai vus, c'est des personnes qui étaient dans une période de préparation très intense et qui ont négligé, par exemple, le côté relationnel, social. Étaient tellement dans leur truc qu'il n'y avait plus à aucun moment où ils se rechargeaient en énergie mentale. Ok, donc on n'est pas juste dans le surentraînement physique, on est aussi dans l'épuisement social, global. Il suffit qu'il soit dans un surentraînement physique, plus il y avait des problèmes d'argent à régler, plus à ce moment-là, son couple n'allait pas bien, ou ses parents étaient malades, problème de famille, au boulot ça n'allait pas, etc. Et donc, on cumule des situations où notre cerveau est obligé d'aller chercher dans ses réserves. Et donc, il va taper dans la dopamine, dans la sérotonine, et on va manquer. Et ça donne pratiquement les mêmes symptômes que le déficit en testo. Ça, ce que je te dis maintenant, est beaucoup plus fréquent que la testo. Ah ouais. L'épuisement mental. Ouais. Je suis sûr que tout le monde a déjà traversé des périodes comme ça où on se dit, mais j'aimerais, mais je trouve pas l'élan, quoi. Ça, je préférais plutôt qu'on me foute la paix. Posez-vous la question. Si aujourd'hui, on me donne 2 jours, où on me dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Tu ferais quoi? Si votre premier réflexe est, ah putain, je dors, je passe du temps seul, je vois personne. C'est qu'on est un peu sur un peu sur l'épuisement mental. Si votre premier réflexe est, il y a un pote que j'ai pas vu depuis longtemps, j'ai allé voir, ouais, j'ai envie d'aller faire les magasins, ou il y a un spectacle que j'ai envie d'aller voir, ou un truc que j'ai envie de faire chez moi, ou des travaux. Là, on est plutôt OK. C'est qu'on a une envie plutôt d'activité, c'est que ça. Mais quelqu'un qui, son premier réflexe, quand il veut se reposer, c'est m'isoler et pas voir du monde, c'est qu'il y a peut-être un épuisement mental en dessous. Ah oui, c'est intéressant. Donc la testostérone n'est pas toujours le premier coupable qu'on pourrait imaginer. Il y a plein de choses différentes. Une des possibilités. Mais comme on ne connaît pas les autres, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais, tu demandes à des personnes qui sont dans le domaine de la musculation. Tu leur parles de la dopamine, de la sérotonine, d'épuisement mental, d'apnée de sommeil. C'est pas le genre de truc dont on parle. Hein. Tu parles de testo. Ah là, ça se réveille. Les yeux s'allument. Tribulus, ouais, je connais. C'est 100% ça. T'as décrit le go muscu, tu vois, de base. Mais moi, en fait, ça ne me dérange pas. Ça, le fait qu'ils disent, ouais, je connais le truc plus, machin, je connais ça. Au fait, docteur, j'ai un pote qui prend du clomifène, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. J'ai aucun problème avec ça, à condition que ça soit fait sans prise de risque, et aussi à condition de ne pas négliger le reste. Bien sûr. Mais intéresse-toi aussi à ton énergie mentale. Intéresse-toi aussi au fait que si tu es là, tu es naze, c'est peut-être pas parce que ta testo est basse, mais parce que tu as géré trop de choses. Et que c'est peut-être en voyant des potes, en rigolant avec, en passant une bonne soirée, en écoutant un podcast comme ça, que tu vas te réénergiser et pas en te faisant de la testo. C'est intéressant ça. Donc c'est savoir sur quoi taper au bon moment. Mais est-ce qu'il y a quand même une part de vrai dans le fait, tu sais, on entend souvent que ces 50 dernières années, le taux de testo chez les hommes a chuté à cause de l'environnement, de la société moderne, etc. Il y a une part de vrai là-dedans ou c'est vraiment complètement... Il y a une part de vrai et avec un collègue, on avait fait une étude. Alors, j'ai la chance d'être ancien. Ça fait 26 ans que je suis médecin sexologue andrologue et j'avais participé à une étude il y a 20 ans où on a pris les 1000 premiers patients qui sont venus dans le centre à qui on a proposé de faire une testostérone de façon systématique au remboursement sécu. Évidemment, c'est une recherche. Juste pour voir sur 1000 personnes qui viennent pour des problèmes d'érection, combien ont un problème de testo. Et à l'époque, on avait 2%. Ah ouais. Pas grand-chose. On a refait cette étude il y a 7 ans. On a eu 15%. Alors, une progression qui est quand même énorme. Hein. 10 fois plus, quoi. 10 fois plus. 8 fois plus. Et on regarde, on sait aussi que la fertilité a baissé. Les spermogrammes faits de nos jours ont beaucoup plus de petites anomalies que ceux qu'on faisait il y a 40 ans. Ce qui est potentiellement lié à la testostérone. C'est fabriqué dans les testicules tous les deux. Et comment on appelle ça? L'andropause précoce est beaucoup plus fréquente que dans le passé. La ménopause précoce. Andropause, c'est l'équivalent de la ménopause chez les hommes. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle, parce qu'on oublie, c'est quoi la différence entre andropause et ménopause. Okay. Pour parler du fait que la testo a baissé. Il y a plus de puberté précoce qu'avant, on le sait. Il y a plus de cancer de testicules qu'avant, on le sait. Il y a plus de ménopause précoce. Et donc, c'était logique d'aller regarder, mais est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Alors, il y a quelques pistes. Premièrement, on sait qu'on dose plus la testo de nos jours qu'avant. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas plus de baisse de testo dans le passé, mais qu'on n'allait pas chercher? C'est possible.
On sait mieux la doser, donc on sait mieux repérer. On sait par exemple chez qui il faut doser la fraction libre, la fraction biodisponible, totale, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des éléments qui expliquent ça. Par exemple, je ne sais pas, là ça va faire flipper je pense quelques personnes, le plastique qui nous entoure. Depuis 2-3 ans, plusieurs études retrouvent des micromolécules, des nanoparticules de plastique dans les testicules et dans le pénis. Jusque-là. On en trouve dans... Ils sont perturbateurs endocriniens, en fin de compte. Ils sont perturbateurs endocriniens et qui n'ont rien à faire ici. Il y a des cas décrits récemment de personnes qui ont fait un infarctus. Les artères sont bouchées. Quand on fait un infarctus, ça c'est une info que je vous donne, et qu'il y a l'artère qui était bouchée, on prélève toujours ce caillot et on l'analyse pour voir c'était quoi. Est-ce que c'était cholestérol, calcium, est-ce que c'était un cancer, voilà. Et figurez-vous qu'on commence à trouver des caillots qui contiennent du plastique. Et donc, on commence à se demander s'il n'y a pas des troubles d'érection, par exemple, chez des hommes, qui sont liés au fait qu'il y a du plastique qui est en train d'abîmer l'artère. Bref. Ce plastique dans les testicules joue un rôle et abîme. Il y a aussi autre chose, il y a plein de perturbateurs endocriniens qui nous entourent dont on n'est même pas conscient. Tout le monde sait que dans les poissons gras, moi j'adore les poissons gras, j'imagine que... Moi aussi. Ceux qui font du sport, les poissons gras, c'est source de protéines et d'oméga 3. Mais consciemment, tu vois, moi je les réduis à cause des métaux lourds. Exact. Et aussi parce que certains contenaient de l'oestrogène. Ah ouais? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit... Mais pourquoi ils leur donnent ça? On sait? Ils leur donnent pas en fait, c'est des trucs déversés dans les océans, par exemple, okay. qui partent dans les poissons, parce que la graisse absorbe tout ça. Et il y a aussi, par exemple, des produits, tu vois, là, les chaises sur lesquelles on est assis, les tables. Oh, me fais pas peur, hein. Si, attends. Commence pas, j'adore. On va flipper un coup quand même. Je suis pas venu juste pour rassurer. Non, ça, je vais te dire ce que ça a changé. Il y a une vingtaine d'années, on a découvert qu'un des produits qu'on mettait dessus, en fait, il changeait le comportement sexuel et hormonal. Je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, tout meuble en bois chez vous, il est traité pour pas être inflammable. Sinon, dès qu'il y a le feu, ça brûle. Ça part direct. C'est pour nous protéger contre des feux qui prendraient trop. Et comment on fait pour tester les produits qu'on met, par exemple, pour dire, OK, il ne sera pas inflammable? La loi, elle dit, vous le donnez à des animaux avant d'être dans le monde humain, et vous regardez si ça donne des cancers, des maladies, etc. OK, on l'a donné à des rats. Ça ne va pas donner de cancer. On se dit, OK, ça va. C'est ça. Vas-y, Dédé, tu peux commercialiser. Mais, parce qu'il y a un mec qui arrive là. Normalement, ces malheureux animaux là, sur lesquels on fait encore des tests, j'espère que l'intelligence artificielle va enfin nous débarrasser des études sur les animaux. Et pour le moment, ça reste encore là. Ces malheureux animaux, normalement, quand tu as testé un produit dessus, tu ne peux plus les utiliser pour d'autres produits. Parce que tu vas dire, bon, il y a un bordel de produits là-dedans, on ne sait plus. On doit s'en débarrasser. Sauf que le stagiaire, ce jour-là, il s'est dit, tiens, je les garderai bien, ils sont mignons. Hein. Et il a commencé à les garder en disant, c'est pour moi, quoi, ça m'effraie. Et il s'est rendu compte quelques temps plus tard qu'ils ne copulaient plus. Leur élan vers l'acte sexuel a disparu. Il s'est dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui se passe? Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça jouait sur des centres neurologiques de la libido et aussi sur les sécrétions de testostérone. Et donc, on s'est dit, ah, ok, ça donne pas de cancer, mais peut-être que ça donne d'autres problèmes comme ça. Et donc, tu as plein de choses de ce type-là. Je trouve aussi qu'il y a l'alimentation industrialisée qui joue énormément. Il y a plein de trucs chimiques là-dedans qu'on ne sait pas trop l'effet, et l'alimentation industrialisée donne plus de maladies d'accumulation de graisse dans le corps qui, elle, donne une baisse de testo. Ah oui, ouais, je vois. Un truc qui m'a... moi, quand j'ai vu l'étude, je me suis dit, mais bon sang, on aurait dû y penser avant. On a donné à 2 groupes de personnes une alimentation exactement identique en calories, quantité de protéines, quantité de glucides, quantité de graisse. Ok. Même calories, même macronutriments. Voilà. Pendant plusieurs semaines, ils mangent même nombre de calories, même équilibre de macronutriments. Donc moi, tu me dis ça, automatiquement, je vais dire, il n'y a pas de changement. Sauf qu'un des groupes, c'était alimentation achetée au marché, etc. Tu fais toi-même ta nourriture. Ouais, l'autre, c'est industrialisé, c'est des trucs surgelés, des plats prêts. Mais quand tu regardes calories, protéines, glucides, lipides, c'est exactement pareil. Eh bien, figure-toi, dans le groupe de ceux qui étaient industrialisés, on a eu une accumulation de graisse dans le corps alors qu'il n'y en avait pas dans le groupe de ceux
qui n'étaient pas industrialisés. Et c'est là où on a compris que ce n'est pas juste la macronutrition, il y a aussi plein de petits détails dedans. Et si on accumule de la graisse, ben maintenant vous le savez, accumuler de la graisse égale la testo va être bouffée et on va manquer de testo. Ouais. Sur l'alimentation, je pense que maintenant c'est reconnu que manger brut, un minimum transformé, c'est quelque chose de vital. Oui. De meilleur pour la santé, de meilleur pour l'environnement, tout ce que tu veux. Plein de choses. Essayer. J'avoue, c'est facile de sortir un truc surgelé. Et j'avoue, c'est facile. Le tout, c'est de pas en faire une alimentation constante. Et à chaque fois qu'on peut manger des choses qu'on prépare nous-mêmes, et donc on ajoute le moins de choses possible. C'est toujours mieux. Moi, j'étais pas un super cuisinier. Hein. Franchement. Il n'y a pas besoin de talent incroyable pour pouvoir se préparer des bons repas qui sont sains. À la fois, j'ai appris, je sais même faire la sauce guacamole, j'ai appris ça. Attends, va. J'étais, je sais pas si les gens qui nous regardent le savent, je suis chroniqueur au magazine de la santé sur France 5. Et à une des chroniques, avec moi, il y avait une personne qui montrait comment on fait guacamole maison. Et je me suis dit, mais la vache, c'est super simple. Franchement bête à aller acheter un truc. Tu mets juste besoin d'autre chose. Alors, rassurez-vous, les 3 premières sont ratées. Hein. Si vous faites à manger ça fait partie du jeu. C'est pas bon. Il faut persévérer. À partir de la 4e, ça va. Même un mec comme moi y arrive. Et après, pour ce que tu viens de dire sur les meubles, etc., on est un peu impuissant devant tout ça. Il faut continuer à mettre la pression sur les autorités. C'est un changement de société dont on a besoin. Mais ça change. Vraiment, je trouve que ça change. Et je trouve que c'est plus nous qui faisons changer les choses que les responsables qui disent tiens, on va faire attention, on va changer. Par exemple, si on n'achète plus tel ou tel truc, il va plus vendre. Il va disparaître. Ceux qui fabriquent, ils vont adapter. C'est bien. Et donc, je vous confirme qu'il y a plus de manque de testo de nos jours que dans le passé. Par contre, il n'y a pas plus d'andropause vraiment. Faut savoir qu'il y a 2 types de manque de testo. Ça, c'est peut-être hyper important pour les personnes qui font du sport. Il y a le manque de testostérone qui est lié au fait que les testicules ne fabriquent plus. Soit parce que tu as eu une maladie dans l'enfance comme l'oreillon, tu as eu un traumatisme, un coup, un cancer de testicule, on t'a retiré un testicule, un accident, bref. Ou l'andropause. Donc, premier cas, c'est les testicules ne fabriquent plus. Dans ces cas-là, on a la testostérone qui est basse, mais on a l'hormone LH, c'est l'hormone qui dirige la fabrication de testostérone, qui est très élevée. C'est comme si l'hypophyse disait aux testicules, s'il vous plaît, fabriquez. Il faut imaginer qu'on a l'hypophyse, c'est la direction. Imaginez qu'on fabrique des voitures. Okay, les testicules, c'est l'usine, c'est la main-d'œuvre, ils bossent. L'hypophyse, c'est les directeurs qui disent j'ai besoin de plus ou de moins en ce moment. Quand tes testicules sont touchés, tu as la direction qui veut dire hey, les gars, qu'est-ce que vous foutez là? Il faut bosser. Et donc, ils envoient plein de messages. Ça, c'est la LH qui augmente. Et si le testicule, lui, il n'a plus de ressources. Il n'y a pas de voiture qui se... tu peux me demander autant que tu veux que je bosse. Ouais, c'est fini. Hein. Il va rien se passer. Ouais, mais tu vas te faire virer et tout. Qui me vire? Moi, de toute façon, je bosse plus. Voilà. Et donc, on va avoir plein de messages de la direction, mais en bas, ça répond pas. Ça, c'est une situation où il n'y a qu'une chose à faire, c'est le traitement par testostérone. On sait que le corps, c'est fini. La deuxième situation, c'est le corps ne fabrique pas de testostérone ou pas assez, limite, et on se rend compte que la LH est basse. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'usine ne fabrique pas suffisamment. Et la direction elle dort. Ok, continuez les gars, faites ce que vous voulez, c'est la fête, quoi. Et c'est là où on se dit, là, c'est peut-être pas le traitement testo qu'il faut faire. Parce que le corps, il a la capacité, c'est juste qu'il ne le fait pas. Et c'est là où tout ce que tu dis est intéressant. Refaire du sport, bien dormir. Et si tu veux, je peux donner la liste de tout ce qui peut relancer les sécrétions naturelles de testo dans ces cas-là. Ah bah oui, on veut. Et il y a une toute dernière situation, et je vais donner la liste, c'est notre corps utilise mal la testo. Ça, on sait pas bien le diagnostic de nos jours. Tu as suffisamment de testo, tout va bien, mais ton corps l'utilise mal, les récepteurs l'utilisent mal, et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas repérer encore correctement de nos jours. Mais c'est possible, ça arrive. Ça arrive, alors figure-toi que heureusement, c'est les mêmes conseils que quand on veut relancer la sécrétion de testo, et si tu veux, je vais donner la liste. Première chose, c'est le sommeil. Premier truc. Numéro 1, c'est le sommeil. Je sais pas si... On ne déroge pas à ça. Je pense que tout le monde le sait, mais est-ce que tout le monde l'applique? Probablement pas. Probablement pas. On le néglige parce qu'on dit ça va, puis on a envie de profiter peut-être d'une fin de soirée ou quoi. Et puis
Bon, je sais pas si toi tu es comme ça, Nassim, tu me diras, mais les gens qui font de la musculation, souvent, ils ont une sorte de discipline. Ils y vont, quoi. Et on se laisse pas aller, les gars. Bah ouais, tu m'étonnes. Et donc, ils vont dire, oh, ça va, c'est pas 1 heure de sommeil en moins qui va m'arrêter, moi. Je vais te dire, moi. Faut que je me réveille pour aller à la salle, il y a pas de... Mais pas de chance. 7 heures de sommeil en moins risque à la longue, tu risques de payer le prix. Hein. Souvenez-vous que c'est dans les phases de sommeil profond et aussi qu'on appelle paradoxal, qu'il se passe tout le système reset de notre système hormonal. Tout ce qui est insuline, cortisol, testostérone, c'est dans ces phases-là que le système se met en mode reset. Donc pas assez de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, là c'est dangereux. Et sur le sommeil, 2 astuces. Si vous avez beaucoup de ronflements, vous consultez pour vérifier si c'est un syndrome d'apnée de sommeil. Sinon, vous allez dormir sans jamais dormir profondément. Et si vous dites, ah, putain, moi j'ai fait n'importe quoi avec mon sommeil, il faudrait le réguler, je vous donne 2 astuces simples. Pendant plusieurs semaines, vous vous réveillez tous les matins à la même heure, que ce soit pour aller travailler, le week-end, les vacances, tous les matins à la même heure pendant plusieurs semaines. Sans exception, c'est le devoir qu'on a à faire, on se réveille à la même heure. C'est ça. Et on fait ça pendant plusieurs semaines d'affilée, et un peu à la fois, notre cerveau, en fait, ça y est, il va remettre l'horloge en route. Deuxième conseil, on va se coucher quand on a sommeil, pas quand on est fatigué. Est-ce que tu saurais faire la différence entre les symptômes de fatigue le soir et les symptômes de sommeil? Non. Tu saurais dire non. La différence Instinctivement, je t'aurais dit que les deux sont associés, oui. Mais apparemment, c'est pas le cas. Non. Tu peux être très fatigué, mais c'est pas le moment d'avoir sommeil. Comme tu peux avoir sommeil, mais tu n'es pas fatigué. Et c'est des choses physiologiques, genre rythme cardiaque, respiration oui. Et tout alors, on peut le repérer, ça oui, on peut le repérer sur autre chose. Les 2-3 symptômes qui font dire, là, mon cerveau est en train de me dire, il faut que tu ailles te coucher. On commence à avoir du mal à se concentrer sur la discussion ou le film qu'on regarde. Les yeux qui commencent un tout petit peu. Ça, c'est sommeil, hein, tu dis. Ouais. Sommeil, à tomber. Sensation de frisson, bâillement. L'impression que la tête est un peu plus lourde. Ça, c'est le signe qu'on a sommeil. La fatigue, c'est « je suis crevé, je suis naze ». Ça, c'est de la fatigue pure. Mais si j'ai pas les sensations de « j'arrive plus à me concentrer, je décroche, ma tête me paraît lourde, les paupières un peu lourdes, petit frisson », bah, c'est que je suis juste fatigué. Si je vais me coucher là, j'ai pas vraiment le sommeil. Donc, apprenez à aller vous coucher quand vous sentez les signes du sommeil. Vous êtes sûr là de rentrer dans le sommeil direct. Si vous ratez ce moment-là, je sais, ça m'arrive. Des fois, on a les signes du sommeil, tu sais, les yeux qui se tombent, j'arrive plus à me concentrer, machin. Mais le film est trop bien, je vais finir. Bah, si vous ratez ce moment-là, ne vous attendez pas à vous coucher une demi-heure après. C'est pas à 90 minutes. 1 ou 2 heures après pour pouvoir le retrouver. Mais ça veut dire qu'on peut aller se coucher sans être fatigué. Oui, en ayant des signes de sommeil. Donc, numéro 1, pour sommeil. Testo naturel, sommeil. Numéro 2, l'activité physique et sportive. Si vous pouvez faire du sport, vous faites du sport. Si vous ne pouvez pas, vous faites de l'activité physique dans le quotidien. Vous marchez. On monte les escaliers, on soulève des trucs. Hier, je suis arrivé entre la gare et l'endroit où je devais aller. Il y avait 40 minutes à pied. Ben, j'ai été à pied. Je suis arrivé un peu en retard. Mais au moins, moi, c'est le paye. Tu as fait ton activité. Voilà. Donc, activité physique et, si possible, renforcement musculaire. On sait que tout le sport, tout type de sport améliore la testo. Le muscle est quand même, plus on le travaille, plus il contribue à la bonne utilisation de la testo dans notre corps. Troisièmement, pas prendre de graisse au niveau du ventre. Je pense que maintenant, ça y est. Tout le monde maintenant le sait quand nous écoutons, pas de graisse au niveau du ventre. Quatrièmement, la luminosité, en particulier celle du matin. Si possible, exposer la peau à la lumière, mais au moins la luminosité. Ça a été prouvé que ça améliore les taux de testostérone. En particulier, ça aide à la sécrétion de vitamine D. Or, la vitamine D est impliquée dans la fabrication de testostérone. En gros, ce que je vous conseille, c'est au moins 3-4 fois par semaine d'avoir une exposition des bras, même si vous avez des poils comme moi, vous inquiétez pas, le soleil passe. Le rayon de soleil, ils s'en foutent des poils. Les mains, le visage, les jambes, au moins 2 de ces parties-là, exposées à la luminosité, en particulier avant midi, parce que c'est là où on a la bonne luminosité, au moins 10-15 minutes, 3 fois par semaine. Et quand tu dis luminosité, c'est le soleil ou pas forcément? Oui. Ça peut être soit le soleil, soit les lampes de luminothérapie. Mais les lampes qu'on a ici, non, celles-là, bon,
c'est bon pour le moral, hein. Mais pour la testostérone, il faut les vrais rayonnements de luminosité. En plus, ça booste la dopamine, donc l'énergie mentale. Donc on a tout bon. Je pensais que c'était bien juste pour le rythme circadien et pas forcément pour la testo, mais c'est bien de savoir que ça contribue aussi à ça. Ouais. Ok. D'ailleurs, il y a des études qui, à un moment, on s'est dit, mais est-ce que le manque de testo serait pas plus élevé dans les pays nordiques? Parce qu'ils ont, franchement, je sais pas si t'as déjà été dans des pays nordiques, toi. Ouais. Franchement, au bout de 3 jours, t'as qu'une envie, c'est de te barrer. Hein. Ouais. La luminosité, il n'y en a pas. Hein. Ah ouais, tu sais pas quelle heure il est. Ouais. Il fait 17 heures tout le temps. C'est ça. 17 heures de décembre. Ouais, pas 17 heures du mois d'août, hein, ça c'est sûr. Franchement, c'était épuisant. Et donc, il y a des études qui ont été vérifiées, le taux de testostérone chez eux. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une énorme différence, sauf chez les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau qui vit dans des pays où il n'y a pas d'ensoleillement, son taux de testo va être un peu plus diminué. Donc, ça veut dire que ça fait partie, ces luminosités fait partie des trucs où on veut faire de la perfection, quoi, sur la testo. Ensuite, il y a quelques compléments alimentaires qu'on peut prendre. Tout à l'heure, j'ai plaisanté avec le Tribulus, ouais. Je sais pas si toi, c'est un des plus connus, non? C'est un des plus connus. Voilà. Ouais. Mais il y en a 3-4 autres qui ont un impact très intéressant. Mais on est d'accord que le Tribulus, l'impact, il est quand même... Il est présent, hein. Il a été prouvé. Okay. Mais il est présent uniquement chez les personnes que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire leurs testicules ne reçoivent pas l'ordre de fabriquer de la testo. Parce que le Tribulus et un autre, que je vais dire maintenant, qui est encore mieux, c'est un effet qu'on appelle LH-like. Donc, ça imite l'ordre que la direction envoie à l'usine pour fabriquer. Ouais. Mais si ton usine envoie... ta direction envoie déjà beaucoup d'ordres à l'usine de fabriquer de la testo. Il n'y en a pas besoin. Ouais. Il ne servira pas à grand-chose, lui stabilisera, mais ce n'est pas négatif. Et il y a 3-4 éléments. Je ne sais pas ce que toi, tu conseilles, par exemple, pour les... parce qu'il y a plusieurs micronutriments comme ça. Toi, tu prends des trucs de ce type-là? Non, aucun. Je suis tombé sur beaucoup de choses, sur le tonka ali, sur l'ashwagandha, sur le tribulus évidemment. Mais tonka ali, c'est vrai qu'il y a des études récentes, ashwagandha. Ça semble être plus intéressant sur la microcirculation sanguine. Et donc, les hormones vont aller un peu plus loin dans les tissus, quoi, mais pas l'hormone en elle-même. Le zinc est utile. Et le fenugrec. Le fenugrec, c'est une des plantes pour laquelle on a le plus d'études scientifiques qui montrent que ça peut donner une relance de la testo. Qu'est-ce que j'en ai pris du fenugrec? Pour l'intestin, pour l'estomac. Oui, il est très utilisé pour les estomacs. Exactement, je le prenais pour ça, pour la stimulation de l'appétit aussi. Exact. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose Régulation de l'appétit. Ouais. Régulation de l'appétit, bien-être digestif et effectivement testostérone. Mais alors, petite anecdote qui est un peu marrante, j'ai arrêté d'en prendre parce que bizarrement, quand tu prends du fenugrec, tu commences à sentir le fenugrec. Oui. C'est vrai, tu comprends? Tiens. Il y a le marché à côté. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Et pour ceux qui n'ont jamais consommé... Si, il sent fort. Ça sent fort. C'est un peu une odeur qui ressemble au curry. Il y a maraîcher qui arrive. Ah ouais, non mais là... Mais c'était bizarre, je m'attendais pas à ça. J'avais lu ce genre d'effets secondaires. Bon, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas comme si que t'embaumais toute une salle. Mais tu commences à sentir véritablement le fenugrec. Il y a une autre plante comme ça qu'on donne pour la libido féminine. Ok. Mais qu'on donnait à un moment aussi pour les libido masculines. Alors, on ne sait pas trop si ça joue sur la testo ou sur la dopamine, on ne sait pas trop. C'est le Damiana. Ah, je connais pas. Je peux dire que déjà l'odeur de la plante, ça sent très bon, mais tu sens, tu as l'impression que tu es un Damiana, une plante ambulante. D'ailleurs, tu sais que beaucoup de trucs qu'on mange, on finit par les sentir et ça se retrouve dans nos sécrétions, en particulier urine, sperme, sécrétion du liquide vaginal. Ce qu'on mange. D'ailleurs, les chiens le ressentent beaucoup mieux que nous. Ah ouais? Ton chien, si tu as un chien, il est capable de savoir si tu as mangé des oignons ou du saumon la veille. Incroyable. D'ailleurs, vous avez jamais remarqué en mangeant des fruits de mer, poissons de façon régulière, on a un peu l'odeur qui arrive dans les urines. Ah ouais, non, jamais. Et en mangeant des plantes vertes comme asperges. Ah oui, ça c'est radical. Ça, c'est radical. Tu manges des betteraves, tu pisses rouge. Et on sait qu'on peut modifier un peu l'odeur des sécrétions génitales en adaptant l'alimentation, l'odeur et le goût du liquide vaginal et du sperme. Alors, pour ceux qui disent je veux que ça soit le meilleur goût possible, moi,
L'idéal, c'est de manger régulièrement des fruits acidulés. Ananas. L'ananas, c'est le plus connu. Ah oui, c'est le... Mais tous les fruits acidulés fonctionnent. Alors déjà, le côté acidulé diminue le risque d'infection urinaire parce que ça contient de la vitamine C et ça empêche les microbes de s'accrocher sur les vessies. Les filles qui ont des infections urinaires après les rapports sexuels, enrichissez votre alimentation en vitamine C. Celles qui font des cystites répétées, une alimentation enrichie en acidulé, quand je dis acidulé, c'est pas les bonbons, hein. Ah oui, bien sûr, c'est des fruits, on veut du naturel. Donc fraises, kiwi, orange, citron, tout ça. Et on sait que ça va se retrouver. Et puis, il faut pas se leurrer. Le jour où vous allez manger un plat avec une bonne viande rouge avec des oignons, bah oui, c'est pas ce jour-là que vous allez avoir la meilleure odeur de sécrétion, hein. Ok, bon bah comme quoi, on est ce qu'on consomme, hein. Mais il faut continuer à manger des oignons et de l'ail parce que c'est très bon pour la santé. Ouais. Et donc le fenugrec, c'est prouvé, c'est quelque chose d'intéressant. Études, ça a été présenté même dans le congrès de la Société nord-américaine de médecine sexuelle. Et en plus, ça coûte pas cher. Enfin, c'est simple à utiliser, ça coûte pas cher. Et donc, quand on est dans une période, on se dit bon, là, j'ai pris un peu de poids, je suis un peu moins de sport, j'aimerais relancer mes sécrétions, ça fait partie des choses. Dernière astuce, c'est de rajouter un peu de L-arginine. Alors, la L-arginine n'a aucun impact sur l'hormone, mais on a des preuves aussi que ça améliore la microcirculation sanguine. Qui dit amélioration de la microcirculation sanguine dit le sang va circuler mieux dans les organes, dans les testicules, dans les muscles, donc ça va aider. Et la L-arginine améliore légèrement l'érection. Or, et ça c'est mon dernier conseil pour relancer la testo naturelle. Accrochez-vous, je suis sûr que vous en avez jamais entendu parler. Je suis sûr. D'ailleurs, si vous avez entendu parler, vous me le dites. Je m'engage, mais si on augmente les érections de la nuit du matin, on a un effet qui peut stimuler les sécrétions naturelles de testostérone. C'est comme s'il y avait un feedback. J'ai besoin d'hormones là, je suis actif là, je suis bon. Et je ne parle pas que des érections du pénis. Si on augmente les érections du clitoris pendant la nuit le matin, parce qu'il y a aussi des érections clitoridiennes pendant la nuit le matin, et ben on augmente aussi les sécrétions de testo. Il y a un feedback dans les deux sens. Et donc si on prend un peu de L-arginine, on va améliorer la microcirculation sanguine, ce qui va améliorer la circulation de sang dans le pénis et dans le clitoris, un peu plus d'érection, et donc plus de chances de relancer une sécrétion sur le plan hormonal. Et tu parles de l'arginine à n'importe quel moment de la journée ou non spécifiquement avant de dormir pour stimuler la nuit? Non, à n'importe quel moment de la journée. De toute façon, l'effet, il est plus régulier. Il est continu dans ces cas. Ok. L'arginine, ça va, c'est quand même assez populaire dans le monde de la muscu. Donc je pense que tout le monde en prend plutôt pour la congestion. Ouais. Tu vois, la congestion musculaire. Parce que ça améliore la circulation sanguine. Ok, intéressant. On a quand même pas mal de choses à faire pour la testostérone. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire naturellement. Et puis il y a aussi, faut savoir qu'on a des sécrétions de la testo qui ne sont jamais linéaires. Si vous le faites un jour, nous on le fait dans le cadre de certaines recherches, où on fait une prise de sang tous les jours. On n'a jamais le même taux de testostérone. Ah ouais. De jour en jour. De jour en jour. J'ai cru que tu allais me dire en fonction des saisons, etc. Non, on n'a jamais le même taux. Et d'ailleurs, on peut avoir des variations allant jusqu'à 30%. C'est-à-dire d'un jour à l'autre? D'une semaine à l'autre. Ok. Par exemple, cette semaine, imaginons, tu as 6 nanogrammes de testo dans le sang. La semaine prochaine, tu as 4. Et c'était normal. Ouais. Et c'est pour ça que quand on fait une prise de sang de la testo, en général, je regarde le taux. Ah ouais, il est bas, il est haut. Non, attends. On va faire une autre prise de sang dans 3-4 semaines. Si c'est trop variable, trop différent, on fait une 3e prise de sang. Mais c'est après, si on a plusieurs prises de sang qui montrent, mais en fait, c'est toujours bas, ben là, on dit OK, c'est bas. Mais si on fait une prise de sang où c'était un peu bas, ben on ne sait pas si on est tombé dans la période où c'était en bas et en fait, c'est en train de remonter tout ça. Ouais. Et puis, un taux de testostérone bas chez quelqu'un qui est fatigué, qui est en train de faire ce qu'il faut pour se relancer. On ne sait pas s'il était encore plus bas avant et il était en train de remonter, ce qui ou s'il était plus haut et il est en train de descendre. Ouais. Donc, jamais on se fie sur un seul prélèvement pour faire un diagnostic de ce type. Et quand tu fais un diagnostic, ou plutôt je vais reformuler, à partir de quel moment quelqu'un peut prétendre à avoir de la testostérone exogène? Sur le plan... Et je te parle pas des bodybuilders, oui, je te parle vraiment du médical. Quelqu'un qui a un déficit en testo. Il y a des règles très claires. Et d'ailleurs, on a enfin des règles françaises. Pendant longtemps, on suivait les règles européennes, nationales.
il y a des recommandations françaises qui sont sorties il y a 2 ans, qui sont très, très claires. Il faut plusieurs choses pour pouvoir mettre le traitement. Premièrement, il faut des symptômes. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Ralentissement, manque de libido, manque d'érection, fatigue, syndrome de résistance à l'insuline, perte de masse musculaire, le côté psychologique, etc. On n'a pas besoin d'avoir tous les symptômes. On considère du moment qu'il y a 3-4 symptômes, ça commence à parler. Mais ça veut dire que si ton taux de testo est bas mais que tu n'as pas de symptômes? Oui, parce que on n'a pas tous le même besoin en testo. Ok. Par exemple, si là on faisait une prise de sang, à toi et moi, et même à Margot qui est de l'autre côté, on aura 3 résultats de testostérone différents. Mais on ne sait pas quel est le taux de testostérone qui est le meilleur pour moi. Et c'est pour ça que quelquefois, la baisse de testostérone ne donnera pas les mêmes conséquences. Je disais tout à l'heure, imagine que quelqu'un... Imagine quelqu'un qui, tu fais la prise de sang et il a 2,5 nanogrammes de testostérone, 2,8, entre 2,5 et 3. C'est pas un déficit majeur, mais c'est une zone intermédiaire où on se dit, bon, faut garder un œil dessus, faut que je revérifie. Si ça reste là, est-ce que ça réaugmente ou pas? Voilà. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est cette personne, au moment où tu as fait la prise de sang, est-ce que les 10 dernières années de sa vie, elle a passé sa vie à 3 ou elle a passé sa vie à 7? Si c'est quelqu'un qui a passé sa vie à 7, 2,5, il va très très mal le vivre. Ouais. Si c'est quelqu'un qui a passé sa vie à 3, 3,5, il va même pas voir le vivre. Il va pas forcément le ressentir. Ouais. Okay. Et c'est pour ça que il faut, quand vous faites des choses sur la testo, il faut toujours s'adresser à des personnes qui connaissent le domaine. Par exemple, sur la plateforme Charles.co, on a une rubrique qui s'appelle andropause ou testo. On consulte, le médecin va repérer les symptômes, il fait la prise de sang et c'est lui qui va vous dire comment je vais l'interpréter. Ce n'est jamais le chiffre en lui-même. Ouais. Il a décidé, c'est une sorte de dynamique globale. Autre chose, tu prends quelqu'un par exemple qui a, on fait nos taux de testostérone. Pour le même taux de testostérone, toi tu vas pouvoir faire une séance de sport de fou et moi non. Et on va dire mais c'est bizarre. Pourtant ils ont le même taux. Parce que j'ai pas les mêmes récepteurs. Peut-être parce que j'ai pas les mêmes articulations. Peut-être parce que j'ai pas le même état mental. Peut-être que sur les 4 dernières années, j'ai cumulé des pseudo-déprimes, des choses comme ça qui m'ont épuisé. Peut-être que je dors pas bien, etc. Donc, c'est toujours quelque chose de très dynamique, le diagnostic de la testo, et c'est pas un chiffre. Tu vois, pour l'anémie, par exemple, tu descends en dessous de tel chiffre, tu as une anémie. Pour plein de maladies comme ça, tu as des chiffres cut qu'on donne. Pour la testo, c'est contextuel, c'est une pièce du puzzle. C'est beaucoup plus personnalisé. Et d'ailleurs, tu peux avoir une amélioration des symptômes sous traitement testo, sans amélioration du taux de testo dans le sang. Alors attends. Tu peux avoir une amélioration des symptômes sous traitement. Quelqu'un qui est en déficit testo. Ouais. Tu donnes le traitement par testo. Tu as 3 possibilités, pardon. Soit il s'améliore et la prise de sang s'améliore. Soit il s'améliore, mais la prise de sang ne change pas. Ce qui veut dire que son corps utilise suffisamment la testo qu'il prend et il va bien. Et ce qui est présent dans le sang, finalement, on s'en fout, finalement, il va bien. Soit la prise de sang montre que la testo s'est améliorée, mais lui ne s'est pas amélioré. Ce qui veut dire que soit la dose n'était pas adaptée, soit il y avait une autre cause en même temps. Ouais. Le mec, il avait une apnée de sommeil et un déficit en testostérone. Et donc, la testo a corrigé les problèmes de testo, mais la fatigue persiste parce qu'il avait une autre cause de ça. Donc, on continue à creuser. Tu vois, d'où l'importance de s'adresser, d'ailleurs, là aussi sur la plateforme Charles.co, les médecins qui font les consultations pour problèmes d'érection, d'éjaculation, de libido, de testo, c'est tous des médecins qui sont spécialisés dans le domaine parce qu'il faut toujours personnaliser les choses de cette façon-là. Ce qui est une excellente nouvelle, de pouvoir avoir une approche qui est complète personnalisée, ouais. Et de ne pas s'arrêter juste à un chiffre. Et tu vois, par exemple, dans les recommandations récentes, la recommandation, elle dit, tu peux avoir un taux de testostérone qui est dans les normes pour le laboratoire, mais s'il est à plusieurs reprises dans le quart inférieur, tu es normal, mais dans le quart du bas de la normale. Si ça fait 2, 3, 4 prises de sang comme ça, et un spécialiste il va dire, vu les symptômes que tu as, on va faire un traitement, au moins à titre de test, est-ce que tu vas t'améliorer sous traitement ou pas? Et tu peux très bien rester dans le quart du bas sans avoir aucun symptôme non plus. Donc vraiment, si vous avez des soucis de ce genre-là, vous vous adressez à des personnes qui connaissent le domaine. C'est pas aussi simpliste qu'on imagine. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup pour un homme de automatiquement demander ça, de se dire il a des symptômes qui ressemblent à un déficit de testo,
Est-ce que ça vaut le coup de se poser la question et d'aller par exemple sur charles.co et de trouver quelqu'un pour dire oui, ok, s'il a des pas bien. symptômes, par exemple problème d'érection, libido, fatigue, etc., on dit est-ce que c'est la testo? Ça vaut le coup de faire la prise de sang. Ouais. Par exemple sur charles.co ou chez un autre médecin. Sur charles.co, l'avantage c'est que le médecin, il va aussi fouiller pour dire ok, tu as ces symptômes-là, mais vu ce que tu me dis, je me demande si c'est pas plutôt cette cause-là aussi. Ok, on va vérifier la testo, mais on va pas attendre les résultats. D'ailleurs, ça m'arrive souvent des patients qui consultent. Docteur, j'ai tel symptôme. Je pense que j'ai un manque de testo. Et en regardant leurs symptômes, leur profil médical, je me dis, bon, par expérience, peu de chances que ça soit un problème de testo. De toute façon, il n'y a que la prise de sang qui va le décider, donc on va la faire. Mais j'explique aux patients, n'attendez pas le résultat, commencez ce traitement, parce que d'après ce que vous décrivez, c'est plutôt ce problème-là que l'histoire de la testo. L'avantage, c'est ça, c'est que, parce que si tu fais une prise de sang et qu'on te dit que la testo est normale, et que toi, tu as toujours les symptômes, tu vas bah, merde, je fais quoi maintenant? Je garde les symptômes. Et... Ouais, tu te sens un peu perdu parce qu'il n'y aura plus de... D'où l'importance de ne pas focaliser que sur la testo, de savoir analyser les symptômes et même sur soi, de se dire, j'ai des difficultés, je ne fais pas mon diagnostic. J'ai demandé à un expert de me dire, à votre avis, pourquoi je suis dans cet état, quoi. Et ça arrive des personnes, enfin des hommes en l'occurrence, qui n'ont pas forcément les symptômes, mais à cause d'un taux de testostérone bas, le prennent un petit peu mal, tu vois, et ont un peu l'impression d'être touchés dans leur masculinité. Une prise de sang, qu'on trouve une testo basse et que là ils disent ah merde, je savais pas. Alors qu'il n'a pas de symptômes. Non, par contre ils le prennent pas mal dans leur virilité. Par contre ils s'inquiètent. Ouais. Ça veut dire quoi, docteur? Ouais, je vois. Tu vois, c'est plutôt je dois faire quoi? Ça arrive par exemple que des personnes qui consultent pour le cas le plus fréquent, c'est des hommes 55-60 ans qui consultent pour des problèmes d'érection ou de libido, et on se rend compte que c'était surtout un problème de circulation sanguine. Ils ont fumé malheureusement du tabac, ils sont restés en obésité pendant un moment, etc. Ou ils n'ont pas fait de sport pendant longtemps. Et finalement, le traitement qui relance la circulation de sang, comme le tadalafil ou sildenafil ou vardenafil, finalement corrige la situation et ils prennent quasiment plus leur traitement. Mais comme on a fait une prise de sang comme ça globale, on se rend compte que la testo est pas top. Le patient, lui, va beaucoup mieux. Avec un traitement vraiment léger, tout va super bien. Et là, la question se pose, c'est on fait quoi maintenant? En fait, on fait juste une surveillance. Si à un moment le taux de testostérone descend plus, là, on le soigne. Alors, pourquoi on va soigner s'il descend plus? Tant qu'il est dans une zone un peu basse, mais acceptable, légèrement bas, on va avoir des conséquences plutôt de bien-être. État de forme générale, état de forme physique, sexualité, etc. Par contre, si le taux de testostérone descend plus, là, on augmente le risque de diabète, le risque de fragilité osseuse et même le risque de mortalité. Donc, quand on choisit de traiter ou de ne pas traiter, il y a les symptômes et il y a aussi le niveau hormonal. Donc, tu vois, tous les paramètres qu'il faut prendre en compte pour soigner, prendre ou pas de la testo, quoi. Et est-ce que ce traitement, il est safe? Dans le sens où, est-ce que les personnes... Je vais prendre, pour le coup, un quinquagénaire ou un sexagénaire qui a un déficit avéré, tu vois, avec des symptômes. Et il a de la testostérone prescrite par son médecin. Est-ce que c'est safe? Quand c'est prescrit, selon les règles que je viens de te donner, c'est hyper safe. Les problèmes qu'on a avec la testo, c'est quand c'est fait alors qu'on n'en avait pas besoin. Et donc, d'ailleurs, il faudrait que je dise quels sont les risques. Et quand c'est fait alors qu'on en a besoin, suivi tous les 6 mois, 1 an, on augmente la dose, on diminue, on adapte. En fait, non seulement c'est safe, mais on sait que ça peut améliorer l'état de forme général, diminuer le risque de certaines maladies et allonger la durée de vie. Donc, quand c'est fait selon les règles médicales, oui, c'est safe. Et tu penses que ça va se démocratiser dans les prochaines années, les prochaines décennies, que ce soit presque un réflexe pour les hommes arriver à un certain âge? J'ai l'impression qu'on va dans ce sens-là, j'aurais aimé. Parce qu'il y a toujours cette crainte du mésusage qu'on prescrive et le mec il va le donner à quelqu'un d'autre. Le culturisme, des choses. Voilà, on a toujours cette peur-là. En tout cas en France. Malheureusement, on devrait faire plus confiance, je trouve, aux médecins spécialisés là-dedans. Par exemple, pendant longtemps, on a dit que ça donne un cancer de prostate. Figure-toi qu'il a fallu 80 ans pour qu'enfin on comprenne que non. Et pendant longtemps, on a dit que ça donne un cancer de prostate en se basant sur
une étude, une seule, faite il y a 80 ans. Pas terrible, hein, comme ressource. Et ensuite, plus personne n'a osé faire l'étude. Là, non seulement on sait que ça ne donne pas de cancer de prostate, mais on pense que ça peut même être bénéfique, protecteur. Chez certaines personnes, la testostérone endogène, on a démontré, pas sur le cancer, sur sa sévérité. C'est une étude française, donc j'aime bien quand c'est français. Les personnes chez qui on diagnostique un cancer de prostate. Et on fait un dosage de testostérone en même temps. Ceux qui avaient un taux de testostérone bon avaient plus de chances de guérison et de survie que ceux qui avaient des taux de testo basses. Ouais, je vois. Donc plutôt bénéfique. Encourageant. Le risque de la testo, il vient de quoi? Il vient des personnes qui l'ont mal utilisé, soit des médecins qui en ont prescrit mais qui ne savent pas gérer le truc, qui ont mis un peu à l'aveugle et puis on n'a pas fait attention aux doses, aux paramètres à surveiller. Ça existe, ça? Ça existait, de moins en moins maintenant, Okay. mais ça existait. Soit des personnes qui en ont pris dans d'autres pays et qui l'ont pas dit à leur médecin en France, des choses comme ça. Soit des personnes qui n'avaient absolument pas besoin et qui en ont pris. Quel est le risque dans ces cas-là? Premier risque, c'est le fait que le sang va devenir épais. En fait, quand on prend de la testo, on fabrique plus d'hémoglobine d'hématocrite. C'est pas pour rien que les sportifs, les cyclistes en prenaient. Ça augmente l'hémoglobine. Or, l'hémoglobine, c'est ce qui fait circuler l'oxygène dans notre corps. Donc, meilleure capacité cardiovasculaire. Sauf que si on a trop d'hémoglobine, trop de globules rouges dans notre corps, il devient très épais. Et donc, des artères peuvent se boucher. C'est comme ça qu'il y a une vingtaine d'années, on a entendu des sportifs qui ont fait un AVC, des athlètes qui ont fait un infarctus, etc. C'est le sang qui est devenu trop épais à cause de la testo. Donc, c'est le risque numéro 1. D'ailleurs, je ne devrais pas le dire, mais les personnes qui font du culturisme et qui prennent de la testo, en général, ils prennent un fluidifiant sanguin en parallèle en protection. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Le deuxième risque est d'ordre psychologique. On peut partir un peu trop haut. On peut commencer à 23 heures, se dire « Putain, j'irais bien courir 3 heures là. » Là, c'est vraiment l'extrême. Ah ouais, je me souviens d'une patiente. Et je la suivais, elle. Et qui m'a dit, mais mon homme, je pense qu'il y a un problème de libido, il faudrait le voir, etc. Et donc, je rencontre le mec, il a consulté sur Sharp.com. Tu vois, effectivement, j'ai trop de libido, mais pas tout le temps. Hein. Et au début, il tournait autour, puis après, il me dit qu'effectivement, il prend de la testo. C'est un coach qui lui trouve ça, je sais plus où, en Belgique, qui lui file, bref. Et en fait, c'était tellement mal fait qu'il pouvait avoir des surdosages où à 2 heures du matin, il est là, il a fait, il m'a dit, moi, sa femme me dit, déjà à minuit, il fait 1 heure de rameur à la maison, je dors pas. Terrible, hein, pour Après 1 heure de rameur, il monte, il me dit qu'il a super envie de faire la manche. Putain, le mec. Et en fait, c'était dans les pics des injections qu'il faisait. Donc, je lui dis de rééquilibrer les dosages, quoi. Ou d'arrêter, parce que dans son cas, franchement, ça avait aucun intérêt. Franchement, lui, il prenait pas rien. Et donc, il y a ce risque-là. Un autre risque, alors ça va parler beaucoup plus aux personnes, musculation. C'est un risque purement musculation. C'est que la testo développe et augmente la force physique musculaire, un peu tendinée, mais pas articulaire. Donc il y a un décalage entre les deux qui se fait, et c'est là où on se retrouve avec des déchirures, et des blessures articulaires, des tendinites. Pourquoi? Parce que tu as surdéveloppé les capacités de ton muscle, mais le muscle, il est collé à des os, des articulations, et il va les péter, les abîmer. Donc concrètement, tu passes de 100 kg à 150 kg développé couché, tu es bien content, mais tes articulations, tes épaules, ton coude, elles ne sont pas habituées, ouais. Et là ça ramasse. Et en plus, il y a un dernier risque, c'est que quand tu arrêtes, tu vas avoir l'impression d'être naze, alors que tu es juste normal. Ça, c'est la question de plus blanc que blanc. Quand tu t'es habitué, comme tu dis, à soulever et à avoir une telle énergie, le jour où tu fais ça, tu le vis très, très, très mal. Parce tu as l'impression que ta nouvelle norme, c'est le niveau que tu as eu grâce à la testostérone. Exact. Alors que c'est pas du tout. Et il y a beaucoup de mecs, par exemple, qui consultent sur Sharp.co parce qu'ils ont des problèmes d'érection et de libido dans les périodes et après avoir pris de la testo. Ils arrêtent et ils disent « Putain, ça m'a flingué ma vie sexuelle. Ça ne flingue pas la vie sexuelle. C'est-à-dire, une fois que tu arrêtes, le corps, un peu à la fois, il reprend. Des fois, on fait des traitements qu'on appelle de relance hormonale, mais normalement, un peu à la fois, le corps reprend. Mais ils ont tellement vécu un fonctionnement sexuel hyper facile sous testo que devoir se réexciter en faisant des bisous, ça leur paraît bizarre. Tu vois, quand tu es vraiment chargé en testo ou en produits stimulants,
T'es excité juste, tu vois ta nana ou ton mec passer devant toi à poil, tu lui sautes dessus, quoi, limite. C'est vraiment où la personne vient vers toi et ça y est, t'es en route tout de suite. Là, il va falloir repasser par s'embrasser, caresse, préliminaire, une érection qui vient lentement, etc. Et ils ont l'impression que c'est pas normal, quoi, qu'il y a un truc qui va pas. Alors qu'en fait, Alors que c'était normal avant qu'ils passent par ça. Et ils développent des complexes par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a une logique de dépendance pour ceux qui... Non, à la testosterone. Tu veux qu'on fasse la consultation maintenant? Il y a quand même des gens qui regardent. À la testostérone. Pour les personnes qui n'utiliseraient pas les bonnes quantités. Oui, il y a un risque de dépendance. Il y a 2 types de dépendance. La première, c'est que la testostérone, en fait, quand on la prend, le corps, il réagit comment? Il dit « Ouh, j'en ai trop, j'en ai trop ». Il fait quoi? La direction dit aux testicules « Repos, c'est bon, on a ce qu'il faut, arrêtez de fabriquer ». D'ailleurs, c'est pour ça que les personnes qui prennent de la testo longtemps, leurs testicules, 10 minutes, ils ont des pois chiches, en fait, au bout d'un moment. En volume de pois chiches, c'est pas le pois chiche, hein, c'est en volume, ça peut aller jusque-là, parce que le corps dit aux testicules, c'est bon, arrête de travailler. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que ça peut jouer sur la fertilité, et ça peut bloquer la fertilité. Quelqu'un qui va avoir des enfants, on ne prend pas de testo. Ça va bloquer les spermatozoïdes. Et donc, le jour où on arrête, chez certaines personnes, on ne sait pas pourquoi, ça ne se relance pas. C'est-à-dire, le corps a mis au repos tout le système de fonctionnement de la testo et il ne le relance pas. Et on est là. Et bon, en fait, c'est l'andropause. Mais une andropause parce qu'on a pris. Et donc, on se retrouve à reprendre la testo, mais parce que le corps ne sait plus faire sans la testostérone. Ouais. Et il y a une autre dépendance qui est psychologique. Comme on disait tout à l'heure, c'est tellement grisant que quand tu l'arrêtes, ouais, tu sens la différence, quoi. Et donc, il y a des personnes qui vivent très, très mal quand ils l'arrêtent. C'est malheureux. Oui. Moi, franchement, on a de plus en plus de personnes, comme toi, d'autres personnes que j'ai rencontrées, qui montrent qu'on peut faire de la musculation, aller très loin, en restant le plus proche possible des choses d'ordre naturel. Tu veux rajouter des choses, ok, rajoute, vas-y, du fenugrec par-ci, de l'arginine par-là, du zinc par-là, pas de problème. Mais aller jusqu'à la testostérone plus par plaisir, avec le risque que ça te fout en l'air ton fonctionnement, que tu bouches une artère ou quoi, il faut vraiment peser le pour et contre. Je sais que dans le milieu de culturisme de très très haut niveau, c'est quasiment courant de le faire avec des mélanges avec l'hormone de croissance, etc. Si vous le faites, là aussi, demandez aux personnes qui vous conseillent de le faire de hyper bien vous surveiller là-dessus. Mais si vous pouvez éviter, l'idéal, c'est d'éviter. Le but, c'est d'être en bonne santé, pas d'être performant. Moi, je t'avoue que j'ai toujours eu un peu peur de la testostérone exogène. Oui. Pour moi, le fait de devoir me faire une injection ou même de devoir me reposer sur de la testostérone pour mes gains musculaires, j'ai toujours trouvé ça un petit peu compliqué. En fait, intellectuellement, c'est même un peu dérangeant de se dire, mais je peux faire autrement. Et puis, même psychologiquement, je suis d'accord et je pense que tu vas le confirmer, tu peux faire les mêmes travaux sportifs, les mêmes diètes, etc. à 2 personnes et ils prennent pas pareil. Absolument. Puis on est tous différents. Ouais. Moi, j'ai accepté l'idée. Tu vas rigoler. J'avais dans le bureau, moi je suis médecin, mon père était dans le domaine sportif, c'est pour ça que ce domaine m'intéresse beaucoup. Et il avait dans son bureau, il était entraîneur de volley-ball, mais il avait dans son bureau une photo d'un acteur des années 60 hyper connu, qui était musclé, mais musclé de l'époque. Ouais. Qui vit de finesse, quoi. Comme ça. Et je trouvais cette forme, tu sais, des pectoraux qu'il avait, hyper bien dessinés comme ça, tu vois, qui remontaient sur les côtés. Je dis, putain, j'aimerais bien, j'étais gamin, et je me disais, j'aimerais bien plus tard. Et donc, je faisais de la muscu, je travaillais bien les pecs pour les développer. Je suis pas possible, il reste. J'ai pas les mêmes. J'ai pas les mêmes. En train de me faire pousser des seins, ça se dessine pas, là. Ouais. J'allais travailler les fibres, tu sais, sur les côtés, d'essayer de travailler autrement. Je tenais même les barres autrement. Puis à un moment, en faisant mes études de médecine, je me suis dit, mais t'es con ou quoi?
t'as pas la même forme de pectoraux que lui, c'est tout. Arrête de... Pas les mêmes proportions. Bah oui. Mais oui, tout simplement. Et ça, il faut qu'on l'admette que, bah oui, je vais pas prendre de la testo pour développer plus ou moins, mais mon organisme, il est comme ça, et il est comme ça, quoi. Donc, accepter quand même qu'on ait des différences. Mais tu sais que le message est quand même assez difficile à passer. Tu vois, la discussion qu'on a eue sur la testostérone exogène, etc., à partir d'un certain âge, je me dis que, enfin, pourquoi pas? Tu vois, ça peut être Et la vraiment prise de sang le montre, et les symptômes vont avec. Et qu'on a éliminé les autres causes. Absolument. Parce que celle-là, on l'oublie souvent. Absolument, c'est justifié. Mais l'utilisation de testostérone à un âge parfois très jeune, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que littéralement, tu as des gars qui ont à peine la vingtaine, qui ont à peine la vingtaine et qui en reviennent et qui s'en remettent à ça. Ça ne peut provoquer que des soucis de santé, selon moi. Après, je suis pas le spécialiste. Mais il y a un truc que peu de gens savent, c'est que quand on prend de la testo très jeune et que on finit par flinguer notre système endogène et qu'on se retrouve à prendre de la testo exogène à vie. Tu as certaines personnes qui te disent « Et alors, du moment que tu as de la testo, tu as de la testo. » Faux. Ta testo endogène s'adapte. La dose dont tu as besoin, ton corps va la réguler. C'est pour ça d'ailleurs qu'en faisant des choses, il peut l'augmenter et qu'en ayant une mauvaise hygiène de vie, elle va diminuer. Et ton corps l'adapte aussi. Par exemple, quelqu'un qui vient de faire un infarctus, qui ne doit pas faire d'effort. Quelqu'un qui vient de faire une opération du genou, qui ne peut pas faire de sport, etc. Ton corps va adapter. Et il va diminuer la testo et la réaugmenter un peu plus tard. Il va protéger pendant cette période. La testo exogène ne sait pas faire ça. Tu ne vas pas, toi, savoir quelle dose il faut faire, pas faire. Et puis, une fois que tu as mis la dose dans le corps, bah, tu as la dose dans le corps. Impossible d'anticiper. Tu ne peux pas la changer dans les jours qui viennent. Et même si c'est sous la forme de crème qu'on applique sur le corps, mais tu ne peux pas savoir, est-ce qu'aujourd'hui je fais 2 pressions et 1/4, une pression et 3/4? Tu ne peux pas savoir tous les paramètres de ton corps. C'est quoi les pressions, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs formes de testostérone. D'ailleurs, celle qu'on prescrit le plus en cas d'andropause, c'est la testostérone en crème, où tu appliques la crème sur le corps. Et ce sont des pressions, en fait. Tu as 2 doses. Ok. Voilà. D'accord. D'ailleurs, il existait un patch dans le passé de testostérone pour les hommes et pour les femmes. Le patch de testostérone a disparu chez les hommes. Alors, tu vas rigoler. Juste pour des raisons psychologiques. Ah, les hommes. Tu peux pas venir. Ah, les hommes. En fait, à l'époque, c'était au moment où il y avait la mode aussi de traiter, enfin la mode, avant qu'on rechange les critères pour traiter la ménopause, il y avait beaucoup en patch. Et les mecs, ils vivaient mal de dire, putain, j'ai un patch. Sur ma meuf, quoi. Oh là là. En fait. Et même la crème, à un moment, ça avait disparu, c'est revenu. Juste parce que le mec, il dit, putain, je suis une ménopausée ou quoi? Je suis en train de mettre une crème. Et donc, ça avait disparu plus pour des raisons cosmétiques comme ça. Incroyable. Chez la femme, c'est pas pour ces raisons-là que ça a disparu. Mais tu fais une bonne transition alors. Pour la femme, qu'en est-il? Pour la femme, on avait un patch qui s'appelait Attends, je vais mélanger parce que l'intrarosa, c'est autre chose. Intrinsa. L'intrarosa, c'est de la DHEA qu'on met dans le vagin. L'intrinsa, c'était un patch de testostérone qui a disparu. Je te le donne en mille. Pourquoi? Parce qu'on était trop peu nombreux à le prescrire. Et donc, le laboratoire, il a dit, ça vaut pas le coup pour moi de fabriquer. Alors que c'était intéressant. Alors que c'était bien indiqué. Ah ouais. C'est juste que prescrire de la testo chez une femme... C'est mal vu. Enfin, c'est mal vu. Personne ne l'accepte. Il y a des femmes qui avaient très peur et c'est normal. Mais le pire, c'est qu'il y a des médecins qui disaient, oh non, faut pas le faire. Enfin, elle a de la testo dans son corps. Pourquoi ne pas rééquilibrer ça? Alors, la testo chez la femme, c'est exactement la même chose que chez l'homme. Si on n'en manque pas, aucun intérêt. Par contre, les mêmes conseils qu'on a donnés tout à l'heure pour la testo masculine marchent pour les femmes. L'ensoleillement, sommeil, sport, musculation, nutrition, etc. Chez la femme, on tient compte du fait qu'il va y avoir des variations liées au cycle. Et il y a un truc pour les femmes qui regardent et qui écoutent. Il y a une astuce, c'est que les femmes n'ont pas toutes les mêmes performances en fonction du cycle. Par exemple, tu as des femmes qui vont dire « Moi, juste après mes règles, c'est là où je sens que je suis le mieux quand je fais du sport. » Il y a des femmes qui disent « Moi, c'est au milieu du cycle. » D'autres qui disent « Moi, c'est dans la deuxième moitié. » Très variable. Très variable. Ne vous fiez pas à un truc précis en disant « C'est là où j'ai le plus d'hormones ou quoi », parce que vous ne savez pas toujours comment votre corps aussi l'utilise. Faites le test. Faites des séances de sport.
à tel moment de votre cycle, à tel moment. Et on au bout vérifie de les 2-3 cycles, vous allez repérer, c'est là où je suis mieux, c'est là où je suis moins bien. Par exemple, tu as beaucoup la croyance que la femme a plus de libido au milieu du cycle, au moment de l'ovulation. Bah, figure-toi qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que leur libido est beaucoup plus élevé pendant les règles. Parce qu'il y a probablement la vasocongestion au niveau du clitoris qui se fait plus facilement. Donc, ne pas se fier à un repère fixe et chacun fait sur lui. Fonctionne différemment. Pareil pour le sexe d'ailleurs, si vous voulez, on en parlera après. Est-ce que le sexe peut influencer votre performance sportive? C'est pareil, on fait le test et on voit ce que ça donne. On pourra développer, si tu veux, le sujet. Et donc, chez les femmes, en situation de ménopause, la question se pose, est-ce qu'il faut rajouter de la testo ou pas? On commence tout doucement à avoir des données là-dessus. Il y a même un médicament à base de testostérone en cours de développement pour la baisse de libido et de l'état de forme général chez les femmes ménopausées. C'est en cours d'exploration. La seule difficulté chez les femmes, on sait qu'il faut de la testo, on sait que c'est utile. La seule difficulté, c'est qu'on ne sait pas donner une microdose. Alors, il y a plus de testo que d'oestrogène chez la femme, mais il y a 12 fois moins de testo chez la femme que chez l'homme. Donc chez l'homme, si tu tapes un peu et que c'est un peu au-dessus, tu as le temps de rééquilibrer. Chez la femme, ça peut très très vite être en surdosage en fait. Parce que les doses sont minimes, peu importantes, microscopiques on va dire. Et donc on a besoin de recherche pour trouver vraiment. Tu vois, tout à l'heure, je parlais du gel pour la testostérone. Là, ce serait pas possible. C'est super. Aux États-Unis, ils le font. Ils disent aux femmes, vous faites vraiment une goutte. Mais c'est, tu vois, c'est dur. Inch'Allah, ça va être quoi. Ouais. Donc et ils vont régler ça en disant, bon, si vous sentez que vous commencez à avoir un peu trop de poils ou quoi, vous diminuez. Ah ouais, pas terrible. Donc, moi j'attends impatiemment enfin qu'on ait un traitement à base de testostérone chez les femmes. Elles en ont besoin. Je suis sûr qu'il y a plein de femmes chez qui, par exemple, la baisse de libido après la ménopause est uniquement liée au changement de testostérone, ni au fait qu'elle a pris un peu de poids, ni au fait que l'œstrogène a changé, ni quoi que ce soit de ce genre. Je suis sûr aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui, après la ménopause, disent « Punaise, comment c'est dur de perdre du poids. Je commence à accumuler de la graisse au niveau du ventre, etc. » Je suis sûr que chez ces femmes-là, si on arrivait à retrouver un petit équilibre hormonal un peu différent, avec un peu de testo, un peu d'œstrogène, je suis sûr que c'est quelque chose qui serait super utile. Et quelles seraient les solutions pour repopulariser un petit peu la testostérone auprès des femmes? Parce qu'auprès des hommes, on n'en a pas vraiment besoin, mais auprès des femmes... Auprès des hommes, il faudrait la dépopulariser. Auprès des femmes, il faut qu'il y ait un discours médical. Il faut qu'il y ait des personnes, comme les vidéos qu'on fait là, que des experts se mettent à en parler, qu'il y ait des études qui en sont. En fait, c'est en route. Je pense que d'ici quelques années, on va en parler plus. Par exemple, il y a un traitement que même des médecins connaissent peu, qui s'appelle Intrarosa. C'est de la DHEA, qui est le précurseur, en fait, d'autres hormones, dont la testo, et qu'on met dans le vagin pour éviter que le vagin vieillisse après la ménopause. Donc, on met déjà quelque chose de type testostérone chez les femmes à la ménopause. C'est accrédité, c'est pas remboursé, mais c'est autorisé officiellement. Ça marche très, très bien chez les femmes qui disent moi, depuis ma ménopause ou depuis tel ou tel problème de santé, mon vagin, il fonctionne plus, etc. Ou il sécrète plus de liquide. Et il faut aussi que nous, en tant que médecins, on commence à s'y intéresser un peu plus. Tu vois, quand je dis la femme a plus de testo que d'oestrogène à chaque fois. Ouais, bizarre. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Par contre, quand je dis la femme a 12 fois moins de testo que l'homme, ça choque personne, tout le monde connaît. C'est pas parce qu'elle en a 12 fois moins qu'elle n'en a pas besoin. C'est intéressant. Et oui, effectivement, je pense que ça passe par des discussions et essayer de lever un petit peu le doute sur certaines choses bien spécifiques et quelques mythes qui ont encore un peu la vie dure. Exactement. D'ailleurs, sur la plateforme Charles.co, un des trucs qui nous a poussé à lancer, c'est qu'on s'est rendu compte que le 3/4 des hommes qui ont des problèmes sexuels ne consultaient pas. Mais pire que ça, on a fait une enquête pour savoir mais qu'est-ce qu'ils font? Soit rien, et donc les gens sont dans leur coin à souffrir comme ça, sans oser en parler. Soit ils en ont parlé à des médecins qui n'ont pas pris ça au sérieux. Ce qui est regrettable. Hein. Oui, c'est normal, c'est le stress. Ouais. Pas terrible. Hein. Ouais, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je le savais en fait. Ouais. Ou c'est normal, c'est l'âge. Ok, merci. Dans ce cas, pourquoi tu soignes les genoux avec l'âge? Ça, c'est un truc, moi, il faut que j'en parle. J'entends souvent des personnes dire « Ah, mais pourquoi il faut tout médicaliser? C'est bon, avec l'âge, c'est normal d'être moins performant sexuellement. » Ok. Mais dans ce cas, pourquoi si la vue baisse avec l'âge, tu la soignes?
Pourquoi si tu as mal au genou, si tu as de l'arthrose avec l'âge, tu soignes? Pourquoi si tu as mal au dos avec l'âge, tu soignes? Parce que dans ce cas, il ne faut rien soigner si c'est lié à l'âge. Pourquoi le sexe, lui, n'aurait pas le droit d'être soigné avec l'âge? Et pour ceux qui disent oui, mais quand même, la vue, c'est parce que ça te permet de rester autonome, les genoux, c'est parce que ça te permet de marcher, etc. Ben, regarde les études chez les personnes qui ont des problèmes sexuels, les conséquences psychologiques des problèmes sexuels, et tu vas te dire, ah oui, il faut peut-être les aider, ces personnes-là, parce que quelqu'un qui a des problèmes sexuels, il va avoir plus d'anxiété, plus de dépression, moins d'élan de faire des choses dans la vie de tous les jours, perte de confiance en soi, s'isoler. Imagine quelqu'un qui a des problèmes sexuels célibataires. Est-ce qu'il va oser faire des rencontres? Non. Ça va être difficile. Donc, il va se priver des relations affectives amoureuses. Or, on a commencé le podcast en disant que c'est vital. Voilà. Donc, il y a plein de conseils. Il y a même des études qui ont montré que des personnes qui ont une maladie et des problèmes sexuels, le fait de soigner le problème sexuel, ils se mettent à s'occuper mieux de la maladie. Parce qu'ils se disent, bon, je suis encore vivant, quoi. Je sais encore passer des bons moments, etc. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire sans. Mais chez les personnes qui disent, moi, j'ai pas envie de faire sans, c'est un peu idiot de se priver des solutions qui sont en plus de nos jours accessibles et simples, quoi. Parce qu'on estime qu'une vie sexuelle, lorsqu'on commence à vieillir, c'est un luxe et pas une nécessité, alors que ça pourrait être une nécessité et pas du tout un luxe. Ça peut être une envie, ni une nécessité, ni quoi que ce soit. Quelqu'un qui dit, moi j'ai 60, 65 ans, je suis en couple, dans notre couple il n'y a plus de vie sexuelle et c'est très bien comme ça. C'est parfait. On va pas lui dire, ah non. Ah ouais, non, il faut que tu passes. Ouais. Ah non, c'est parfait. Par contre, quelqu'un qui dit, moi je le vis mal. J'ai envie qu'on continue avec mon partenaire ou ma partenaire, j'ai envie qu'on continue à avoir une vie sexuelle et ça nous manque, ça nous frustre et on sent que ça répercute sur nous. Mais pourquoi ne pas les soigner, ces personnes-là? Et puis je ne sais pas si tu l'as remarqué, socialement, tu as de plus en plus de personnes qui se mettent en couple après 55-60 ans. Et donc, la vie sexuelle est différente. Moi, je fais toujours la différence, je dis toujours qu'il faut faire la différence entre un jeune couple de vieux et un vieux couple de jeunes. C'est pas mal. Un jeune couple de vieux, un vieux couple de jeunes, ouais. Un couple qui vient de se rencontrer depuis quelques mois, qui ont 60 ans, ils sont dans une phase passionnelle, en train de vivre quelque chose de différent. Un couple qui a 30 ans, qui sont ensemble depuis 10 ans, ils ont peut-être même leur vie sexuelle moins intéressante que... voilà. Donc l'âge, lui, est fini. D'ailleurs, il y a un courant dans la médecine de plus en plus pour dire arrêtons de parler de l'âge, parlons de l'âge physiologique. Tu peux avoir 85 ans et avoir un âge physiologique de 70 ans, comme tu peux avoir 40 ans et avoir un âge physiologique de quelqu'un de 60 ans parce que tu n'as pas pris soin de toi-même. Ouais. Donc prenez soin de vous. Du sport, alimentation, sommeil, mental, affectif, les plantes si vous avez envie, tout ce que vous voulez. Faites de sorte que quand vous arrivez après la cinquantaine, que votre corps continue à faire comme s'il avait 40 ans. C'est un bon message qu'on essaiera de retenir autant que possible. Et bonne nouvelle, si vous ne l'avez pas fait, c'est rattrapable. Il y a une étude qui a perdu. Ouais, voilà. Il y a une étude qui a montré que chez des personnes qui étaient sédentaires, pas sportives, raideurs articulaires, ils ont tellement pas fait de sport qu'ils sont comme ça tout le temps, voilà, et qui étaient âgés de plus de 65 ans. Et figure-toi qu'en reprenant à ce moment-là des coachs qui les ont pris en charge, on a retrouvé 30 degrés de rattrapage sur les articulations. 30 degrés, c'est énorme. Tu passes de ça à ça. Donc, pour prendre des objets, etc., déjà, ça change la vie. Truc. Tu rattrapes aussi sur la masse musculaire et tu rattrapes même sur l'espérance de vie. Ce n'est jamais trop tard de s'y mettre. C'est bien que tu dises ça, parce que parfois, on peut vraiment se dire « Ah non, mais c'est terminé, je suis à la retraite » ou « J'ai passé l'âge » ou « J'ai des enfants, j'ai des trucs. » Évidemment, tu ne vas pas faire du sport à 70 ans comme à 20 ans. Ouais, non, absolument pas. Mais tu peux. Et tu as toujours un bénéfice. C'est jamais dans le vide. Et même pour des gens qui ont dit « Mais moi, c'est trop tard. Je me suis déjà tapé un infarctus, j'ai du diabète, j'ai des maladies. Bref, je me suis tout tapé, je n'ai pas fait attention à moi. » Les études montrent que si tu te remets à reprendre soin de toi, au moins, ça va te permettre à ce que ces maladies ne s'aggravent pas dans le temps. Et mieux que ça, tu vas pouvoir même diminuer les médicaments que tu prends pour cette maladie. Par exemple, dans le diabète, le fait de reprendre une activité physique efficace, tu peux diminuer la quantité de médicaments ou les doses des médicaments que tu prends. Pour l'hypertension, c'est la même chose, etc. Donc c'est vraiment... toujours bénéfique. Il y a vraiment toujours quelque chose à prendre. Gilbert, tu nous as partagé des trucs exceptionnels là. En fait, je pense que la discussion, j'allais dire malheureusement, mais en fait non, la discussion pourrait durer 4 heures.
parce que on devrait aborder encore. Je parle beaucoup, je sais. Ah non, tu parles pas beaucoup. Tu parles. Si ma fille regarde le podcast là, elle va encore regarder et elle va venir me voir. Mais ferme-la un peu. Je suis persuadé. On va faire un petit test. Hein. On va voir dans les commentaires ce que les gens en pensent. Mais je suis sûr que d'une part, ils vont apprendre beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que ça permet de voir les choses un peu différemment, de prendre conscience que c'est des choses simples en fait qu'on peut faire et de prendre conscience que quand on a besoin d'aide, d'ailleurs les personnes qui me suivent sur la chaîne Charles.co connaissent ça par cœur, ma phrase fétiche c'est « si tu as des problèmes d'ordre sexuel, problèmes santé, que tu as essayé de t'en sortir tout seul, tu as regardé mes vidéos sur YouTube, tu as fait des choses, tu as regardé les vidéos de Nassim, tu as essayé. Tu remarques que tu t'en sors pas seul. Tu restes pas des mois et des mois à te dépatouiller. T'essayes pas des conneries à droite à gauche. Ouais, tu te fais un compte. Tu t'adresses à des personnes qui connaissent le domaine. Et de nos jours, le fait qu'il y ait des téléconsultations comme celles qu'on a mises en place sur Charles.co, c'est devenu plus accessible. Tu t'adresses à des personnes qui peuvent t'aider. Tu conseilles quoi pour les gens qui ne te connaissent pas? Première étape, chaîne YouTube Charles.co. Oui, c'est probablement le premier step. Et pour les personnes qui disent, mais ok, je connais pas ce monsieur qui est en train de raconter des choses, j'ai des problèmes d'ordre sexuel, par exemple, réaction libido, éjaculation rapide, où je me demande si j'ai pas une andropause ou des choses comme ça. Bah, tu vas sur le site charles.co, tu choisis la rubrique, tu cliques, je consulte pour telle chose, tu as ensuite un questionnaire médical qui reste confidentiel avec le médecin. Lors de la consulte, le médecin fait le point avec toi. Il te dit s'il y a des examens à faire, s'il faut prendre tel traitement, voilà, il te guidera et tu suis ce que le médecin va te donner. Par contre, un conseil que je vous donne aussi quand vous allez consulter des médecins, n'y allez pas en disant « je viens parce que j'ai ça, il me faut ça ». Alors, c'est pas moi, ça me pose aucun problème. Vraiment, je suis hyper cool là-dessus. Ça me pose aucun problème. Au contraire, c'est l'occasion pour moi de demander « mais pourquoi tu penses que tu as ça et pourquoi tu penses que ce médicament est utile ?» Et malheureusement, tu as encore beaucoup de médecins qui disent « Eh oh, tu crois que tu es au supermarché ou quoi ?» Tu crois que tu vas apprendre mon métier? Allez, soyez sympa avec les médecins. Un de ces gens, je me demande si j'ai pas ça. Ce qui est bien aussi, ça ouvre la discussion et c'est quand même plus Et j'ai entendu parler de ce traitement. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour moi? Voilà. C'est plus pour éviter que ça bug pour vous dès le début. Quoi. Carrément. C'est principalement YouTube ou alors les autres réseaux sociaux également actuellement? Pour Charles.co, ouais. Alors, c'est beaucoup YouTube, mais il y a aussi notre Instagram. Charles.co, il y a notre TikTok, Charles.co. Mais tout ça se rejoint de toute façon en allant sur le site et toutes les infos dessus. Bah, c'est bien. J'espère qu'en tout cas, cette discussion, elle permettra de constituer une première étape, une découverte et d'avoir répondu à vos questions. Je te remercie en tout cas de m'avoir invité, franchement. J'ai parlé aujourd'hui de sujets dont je n'ai pas l'habitude de parler, de choses comme l'ordre de la recherche. Trop bien. Et ça m'a fait super plaisir. Malheureusement, tu vas être obligé de revenir pour un épisode 2. Avec pour qu'on puisse rediscuter encore de 3 heures. Hein. Ou alors c'est toi qui viens. Allez, je suis chaud. Merci. Mais bon, j'aime bien chez toi, donc je reviendrai. C'est sympa. Hein ouais. Il commence à faire un peu froid, mais en tout cas, on a bien discuté. À plus, Gilbert. Merci, salut. Allez, à bientôt. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Gilbert. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous mettez un pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne et je vous mets un autre épisode juste ici. Je suis persuadé qu'il va beaucoup vous plaire. Cliquez dessus et allez le visionner.